Moi, j'ai récupéré des soldats en syndrome post-traumatique. Il s'est retrouvé dans une embuscade où, typiquement, il allait mourir. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en situation de stress, tu as 3 comportements possibles. La fuite, le combat. Et si tu peux ni fuir ni combattre, tu vas te retrouver en situation de... Ton cerveau, il fait pas ce que tu veux, il fait ce que tu lui demandes. C'est quoi la différence? Le meilleur moyen de remettre le cerveau dans le corps, c'est de fermer les yeux et de prendre une zone. C'est quoi l'hypnose que tu as faite qui a été la plus spectaculaire pour toi, qui t'a choqué? Je leur dis, voilà, dans 30 secondes, quand vous allez rouvrir les yeux, toutes les personnes autour de vous ont disparu. Donc ils s'ouvrent les yeux, ils ne voyaient plus personne. Le cerveau ne fait pratiquement pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée dans toute pièce. Et c'est comme ça, du coup, qu'on traite les phobies ou les traumatismes. Est-ce qu'il y a une bonne manière de respirer? Mais on vient au monde par une inspiration, on quitte ce monde par une expiration. Le fondement de ta santé, c'est la respiration. Je t'arrête 20 secondes, je suis Rassem Flazi, président et cofondateur de Legal Place. Aujourd'hui, Legal Place, c'est le moyen le plus facile en France pour créer ta société. Si tu veux créer ton entreprise, il y a un code promo qui s'affiche en bas de cette vidéo. Clique sur le lien dans la description pour utiliser le service. Thierry Laurette, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Thierry Laurette. On m'a dit la Réunion, c'est pour ça qu'on dit Laurette. Exactement, on m'a dit Laurette à l'antenne, à l'oreillette qui est juste à côté. Ouais, je vois. Alors, nous, on a une chaîne qui s'adresse aux entrepreneurs ou ceux qui veulent se lancer dans le business. Et aujourd'hui, on vous a ramené un préparateur mental de sportifs de haut niveau, de chefs d'entreprise de haut niveau, qui conseille tous ces gens-là pour... il va nous expliquer pourquoi exactement. Et en fait, il va nous donner tous les hacks et les conseils pour gérer au max son niveau d'énergie comme un sportif de haut niveau, comme un grand chef d'entreprise, qui ont d'énormes contraintes sur leur performance, qui, s'ils sont un peu fatigués ou pas bien, ils vont complètement foirer leur épreuve. Donc... ils ont besoin d'avoir une attention très particulière. Donc, j'espère que vous allez profiter au max et on va essayer de poser avec l'équipe un max de questions pour notre audience. C'est vrai que c'est un luxe d'avoir son préparateur mental et c'est un luxe pour les sportifs. Et en fait, le premier truc qui m'a frappé, et la première question, c'est comment ça se fait que les sportifs ont besoin d'un préparateur mental? Tu m'avais dit que tu ne peux pas ne pas avoir ça en tant que sportif si tu es de professionnel de haut niveau. Ça a un énorme impact sur ta performance, alors que c'est mental pur. Alors, c'est pas que mental pur, mais la préparation mentale, c'est quand même quelque chose de relativement récent, notamment en France. D'accord. Donc, on a pris conscience depuis quelques années que dans la quête de performance, le mental avait une grande responsabilité. Aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est plus ancien. On va dire qu'en France, c'est relativement récent quand même en termes d'années. Alors, la préparation mentale, pourquoi? Parce que la préparation mentale, en fait, c'est... permettre à l'athlète de se mettre dans des conditions mentales optimisées pour atteindre ses objectifs. Et ça part d'un postulat, enfin de plusieurs postulats, mais d'un postulat qui est relativement important, qui nous vient des neurosciences, c'est que le cerveau ne fait pratiquement pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée de toute pièce. Wow, ok. Donc ta capacité à te représenter mentalement l'objectif que tu vas atteindre va déterminer tout de suite le résultat que tu pourras obtenir. Ok. Donc dans ta capacité à te projeter, tu conditionnes déjà ton cerveau à l'objectif et au résultat souhaité. Ok. Et moi, c'est un sujet qui est fascinant pour moi parce que je trouve incroyable qu'on puisse, pour un sportif, avoir un impact via le mental. Et donc, je me dis, pour les métiers qui ne sont même pas du physique, c'est encore plus prégnant, c'est encore plus impactant. Alors que les chefs d'entreprise que je connais, la plupart laissent de côté complètement ce côté de préparation mentale, en fait. Ok, alors moi j'accompagne des gens d'entreprise dans cette démarche. Mais ce qui est vrai pour les sportifs est vrai pour tout le monde. Parce que c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Par exemple, là j'ai lu et je travaille sur un article de recherche à partir duquel je suis en train d'implémenter mes formations. Des chercheurs ont travaillé sur le pouvoir de la manifestation. La manifestation, c'est la capacité de l'individu à se dire que ce qu'il est en train de penser va devenir une réalité. Et c'est pas bullshit. D'accord. Alors, c'est pas bullshit, Okay. parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ce sujet, notamment en neurosciences. Et là, il y a une étude qui est sortie, 2025. Bon, les gens, ils travaillent depuis un certain nombre d'années, mais elle vient d'être publiée en 2025. Et dans le pouvoir de la manifestation, les chercheurs ont travaillé sur plusieurs niveaux. D'abord, ils ont réalisé une échelle avec plusieurs items à l'intérieur. Ils vont questionner donc les personnes. Et au travers de ça, ils vont pouvoir mesurer leur niveau de manifestation. Okay. Et ce niveau de manifestation, il est corrélé à deux choses qui sont importantes. La capacité à se projeter visuellement, au travers de ses sens. Et ensuite, on va relier ça à quelque chose d'un peu mystique. Ok. D'accord? Et on va avoir une forte corrélation entre les deux. Qui va relier quand tu dis on va relier ça? La personne. La personne va relier ça à quelque chose de mystique. D'accord? À un pouvoir qui viendrait d'autre part. Alors souvent, ils appellent ça l'univers. D'accord? Ou Dieu. Ou Dieu, ce qu'on veut. Mais en tout cas, je
manifeste auprès de quelqu'un qui a plus de pouvoir que moi Wow. et qui va me renvoyer ce que j'ai envie de vivre. Donc il y a une forte corrélation qu'on va retrouver chez les personnes. Alors l'avantage de ça, c'est que ça permet de développer de la confiance en soi, de la motivation, de la sérénité. Mais il y a une contrepartie qui peut être négative parfois. Ok. À savoir, chez certains, on va retrouver un excès de surconfiance, une capacité à minimiser les risques. D'accord ? Ok. Par exemple, et on va même retrouver de la culpabilité. C'est-à-dire que chez des personnes qui ont tellement manifesté qu'à un moment donné, si elles n'arrivent pas à obtenir les résultats souhaités, elles vont se retrouver dans une phase de culpabilité, donc de dépression. Ça se retourne contre eux. Ça se retourne contre eux. D'accord ? Et de la même manière, cette étude notamment a été faite auprès de personnes qui prenaient de gros risques financiers. Et on va se rendre compte que les personnes qui prennent des risques financiers importants sont des personnes qui ont une grosse capacité à manifester. Ah ouais? Ouais. Waouh. Comme Et les donc, sportifs, quoi. Comme les sportifs, mais comme les chefs d'entreprise. Oui. C'est vrai. C'est vrai qu'on se projette beaucoup. On est obligé de se projeter beaucoup pour pouvoir exécuter un plan, etc. Et donc, on est obligé d'imaginer, donc de visualiser. C'est ça que tu C'est appelles. ça. Donc, ce sont des personnes qui ont une capacité à mettre en place un système de croyances au travers duquel elles se projettent en toute sérénité. Ok. Elles sont persuadées Que ça va marcher. que ça va marcher. Ok, on va parler de ça parce que c'est hyper intéressant. Mais d'abord, peut-être pour ceux qui nous regardent, te présenter un peu. Donc, on a fait nos recherches avec Anthony. Donc, nous, on se connaît un peu déjà, mais on est parti fouiller un peu plus loin. Et donc, il s'avère que tu étais déjà sportif de haut niveau au début. C'était ta carrière. Tu as commencé en sprint 100 mètres, qui est un peu l'épreuve la plus noble qu'on attend tous dans les JO. Quoi. Ouais, c'est l'épreuve reine. C'est l'épreuve reine. Ouais. Et il s'avère qu'on a regardé ta performance, c'était 88 les JO. Ouais. Et 88, c'était une des JO de Séoul et tu représentais la France. Et c'était une épreuve qui est mythique, qui est restée dans l'histoire, Oui. parce qu'il s'est passé beaucoup de rebondissements. Donc, déjà, on sait que tu es arrivé à des tours assez avancés, Oui, quart de finale. quart de finale. Et tu disais tout à l'heure que quart de finale et demi-finale, c'est un monde qui change complètement. Qu'est-ce qui change entre quart de finale et demi-finale? Ben, ça va être le niveau de performance, Ouais. donc les centièmes de seconde. Et c'est fou parce que les 100 mètres, ça se joue sur des centièmes de seconde. Oui. Donc, et les derniers JO que j'ai vus, il y avait genre 3 ou 4 personnes qui sont rentrées quasiment au même moment à la ligne. Et donc, ils ont dû faire des calculs très précis avec les caméras pour dire finalement qui était premier. Et aujourd'hui, ça se joue. Enfin, on peut plus dire que c'est le plus rapide coureur parce que les autres, ils sont quasiment à la même temps que lui en fait. Alors, c'est toujours le plus rapide quand même qui gagne. Oui. Oui. D'accord, mais par Oui. contre, effectivement, les écarts sont mesurés au millième de seconde. C'est incroyable. D'accord. Donc, millième de seconde, Ouais, c'est... si ton bras était comme ça et l'autre son bras était derrière, Ouais. peut-être Un que. millième de seconde, c'est ça. Hein. C'est l'épaisseur de nous, en fait. Ouais. Donc c'est peut-être le mec avait un doigt plus long que l'autre. Ah ben après, on va jouer sur le cassé, ce qu'on appelle le cassé, Oui, oui. la capacité à mettre l'épaule en avant. Enfin, il y a plein d'éléments qui sont importants. C'est ouf. Mais ensuite, ce qu'il faut comprendre dans le sprint, c'est que c'est la capacité du sprinter à maintenir sur la durée, c'est-à-dire généralement à partir de 60-70 mètres, la vitesse acquise sur la première partie de la course. Donc on a l'impression, souvent sur 100 mètres, que les gens accélèrent. En fait, ils n'accélèrent pas, ils maintiennent leur vitesse. Ah Et les autres décélèrent. Compris. Et nous, on voit relativement, on pense que le premier est en train d'accélérer alors que c'est les autres qui ralentissent. Qui ont une incapacité à À maintenir maintenir. de manière prolongée la vitesse acquise sur les 60 premiers mètres. Donc il s'est passé plusieurs choses à ces JO. Premièrement, bon déjà on a notre temps, parce que tu as fait 10 secondes et quelques, Ouais. ce qui est incroyable. Non, 10-41, mais bon, ça rien d'extraordinaire. 10-41. Ça rien d'extraordinaire. C'est combien fait un mec normal en 100 mètres? Genre Bah, si moi et Anthony on commence à courir là. Ah, on je fait- sais pas du tout, ça dépend des individus. Alors les Réunionnais, ils ont tendance à courir vite. Hugo sais il pas, ferait combien non. Hugo? Il Non, ferait mais je sais pas, 17. tu vois quelqu'un qui n'a jamais couru de 100 mètres et qui va courir un 100 mètres pour la première fois, s'il court en 11 secondes, c'est quelqu'un qui court très vite. 11 secondes, 11 secondes. C'est un gros, ouais. C'est quelqu'un qui a de grosses Naturellement rapide. capacités. Moi, mon premier 100 mètres, j'avais jamais couru un 100 mètres, je l'ai fait en 11-2, voilà. Et j'ai Donc là tu t'es dit j'ai un potentiel. et j'ai mis 10 ans pour gagner une seconde. Waouh 10 ans d'entraînement. D'accord. En sachant que pendant 6 ans, j'ai progressé, et les 4 dernières années, j'ai plus progressé. Oui, parce qu'on peut atteindre des plateaux bien sûr. dans toutes les disciplines. Et parce qu'en fait, on a des limites mentales et physiques. Justement, ok, on va parler de limites mentales. Donc, ce qui s'est passé pour finir sur ces JO-là, c'est que le numéro 1 qui a gagné la médaille d'or, c'était qui? Ben Johnson. Ben Johnson. Et grosse surprise énorme, il s'avère qu'il y a un contrôle, et tu nous disais tout à l'heure que bon, le contrôle fait qu'il est positif. Le numéro 2, c'est Carl Lewis. Ouais. Et il se trouve que le numéro 2, on a fait une vidéo sur lui parce qu'il était connu pour être un mec qui démarre pas très vite et qui pour se lâcher, justement, c'est un point mental très important. Il était connu pour ne démarrer plus lentement que les autres parce qu'il voulait jamais se pousser à 100%.
et il était genre à 80% pour ne pas se mettre une pression sur l'enjeu. Ok. Et donc, il a été étudié, ce mec, Carl Lewis, parce que souvent, on avait l'impression qu'il démarrait lentement et c'était juste une technique psychologique pour lui de dire je ne mets pas 100% parce que quand on met la pression d'être à 100%, on n'a pas forcément toutes ses capacités. Et le fait de se dire je vais être à 80%, le mettait dans un état de flow parce qu'il n'avait pas de pression. Et avec cet état de flow, il rattrapait les autres. Donc, on a fait une vidéo sur lui qui a cartonné parce que c'est un sujet d'étude. Ok. Et par hasard, c'est lui qui était dans les mêmes JO que toi Tout à fait. et qui a eu la médaille d'or quand l'autre a été disqualifié. Tout à fait. Et c'était comment dans le village quand vous avez appris que le numéro 1 était dopé? C'était une déception? C'était quoi? Non, c'était pas une déception parce que, en tout cas, pour le monde du sprint, c'était pas quelque chose De surprenant. de surprenant. D'accord. Les performances étaient telles à l'époque qu'on savait. Vous soupçonniez. Ouais, on soupçonnait fortement, ouais, effectivement, qu'il se passait quelque chose de pas normal. Mais tu l'as pas vu prendre des trucs? Non, je l'ai pas vu prendre des trucs. Mais on voyait bien qu'à l'entraînement, sur des tests, il avait des capacités à encaisser les charges d'entraînement que la plupart des sprinteurs n'avaient pas. Donc en fait, si tu veux au départ, le sprint, c'est d'abord du talent. Mais quand tu arrives au jeu, tu as 150 athlètes qui sont retenus, donc sélectionnés dans le monde entier. Donc tu as 150 sprinteurs qui sont retenus. Donc au départ, tu n'as que des athlètes qui ont des capacités naturelles à courir vite. Oui. Après, ça va se faire sur la capacité de l'individu à encaisser les charges d'entraînement. Oui. Le dopage, en fait, ça sert à quoi? À pouvoir s'entraîner plus. Ah ouais, ok. Ça sert à ça, le dopage, en fait. À pouvoir supporter des charges d'entraînement qui sont au-delà de ce qui pourrait être supporté naturellement. Parce qu'un sportif normal doit récupérer entre les entraînements, donc il peut faire qu'une quantité limitée d'entraînement. Et s'il pouvait faire 2 fois plus, ben, il serait performant plus que les autres dans la finale, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un athlète, quel que soit le sport, de toute façon, ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment d'énergie au quotidien pour pouvoir s'entraîner plus. Donc, la capacité à récupérer est très, très importante. Ok. Et on met beaucoup d'attention sur la capacité et à développer de la capacité à récupérer. C'est-à-dire que la récupération est presque plus importante que l'effort. Que l'effort lui-même. Ouais. Wow. Toi, il paraît justement que tu es un gros dormeur. Qu'est-ce que c'est l'importance du sommeil pour toi dans nos. Alors, moi, je ne suis pas un gros dormeur. Ouais, moi, je me couche tôt et je me lève tôt. Ben, ce matin, j'étais réveillé à 3h45. Mais je me suis couché à 21h50. Je pense que je me suis endormi parce que j'ai des routines, en fait. Alors, j'ai des routines de respiration, des routines de méditation, des routines d'auto-hypnose, parce que je pratique beaucoup l'hypnose. Les routines, ça me permet quoi? Pour faire simple, le matin, je fais beaucoup de respiration, des exercices de respiration spécifiques pour calmer mon système nerveux et réguler mon niveau de noradrénaline et de cortisol que j'ai dans le sang le matin me réveillant. Donc, je mets mon système nerveux au calme. Ensuite, je vais faire de la méditation pour noter les pensées qui me préoccupent. Au travers du travail d'auto-hypnose, je vais me projeter du coup vers ma journée, puisque le cerveau ne fait pas la différence. Donc typiquement, là, ce que je suis en train de vivre, ben, je l'ai déjà vécu ce matin. Ok. Donc je me projette vers ma journée et je dis à mon cerveau, voilà précisément comment ça va se passer. Donc je le conditionne à la journée que j'ai envie de vivre. Et ensuite, je lui dis, pendant la journée, tu risques d'être perturbé. Il y a des personnes qui vont venir te perturber. Il y a des choses qui vont venir te perturber. Donc perturber ton état émotionnel qui pourrait te déconcentrer dans ce que tu es en train de vivre. Et ça me permet quoi ensuite, pendant la journée, quand ça arrive, de continuer à développer ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Okay. La capacité à me recentrer, à revenir à l'intérieur de moi, à me remettre en énergie pour continuer du coup à fonctionner. Une fois que tu es perturbé, voilà. tu arrives à te revenir sur OK. C'est ça. C'est justement de ça qu'on va parler, de cette routine, parce que moi, avant de parler avec Thierry, j'avais déjà entendu parler des respirations, etc. Et je l'ai raconté à l'équipe. Et j'y croyais. Enfin, je sais que ça peut pas, juste une respiration, on peut pas régler ton problème de concentration, d'énergie. Tu sais, l'énergie pour moi, c'était un truc, tu manges, tu dors, et c'est ça qui détermine ton énergie. Et après, mais en étant chef d'entreprise, je vois à quel point les perturbations dont tu parles peuvent te consommer. Dans la journée, tu peux avoir beaucoup de mauvaises nouvelles d'un côté, parfois des bonnes, mais qui vont aussi te consommer émotionnellement. Et tu vas avoir que des perturbations, que tu te réveilles, tu t'attendais même pas à avoir ça. Et à un moment, je commençais à me dire, OK, ça a un impact. Je commençais à être conscient de ça, mais très tardivement. Et quand on a parlé, il m'a parlé de respiration. Et là, je me dis, mais comment respiration seule peut régler ça? Et j'ai découvert que ça avait un impact incroyable, mais fait d'une certaine manière, avec une certaine répétition. C'est ça. En fait, si tu veux, en sciences cognitives, on parle de cognition incarnée. Ton cerveau est logé dans un corps, ton corps est en mouvement, il produit des actions, et c'est au travers des actions qu'il produit les apprentissages. Donc le corps et le cerveau sont reliés. À un moment donné, là, en ce moment, on est stimulé. Si je veux, à un moment donné, donc comme je suis stimulé, si je veux véritablement revenir dans un état de concentration, parce que là, j'ai l'impression que je suis concentré, mais en même temps, je ne suis pas concentré. C'est vrai.
Je suis concentré sur toutes les personnes qui sont autour de moi. Il y a des bruits que j'entends. Bref, tout T'es ça. sollicité de partout, là, avec ça- tes sens et tout. Et voilà, et ça sollicite quoi? Du coup, mon cerveau, mon activité neurologique. Et cette activité neurologique, elle a besoin d'énergie. Oui. Donc, au bout d'un moment, le cerveau il va déconnecter parce qu'il a besoin de se reposer. Le meilleur moyen de remettre le cerveau dans le corps, c'est de fermer les yeux et de prendre une bonne inspiration et de souffler. Si vous le faites, là, vous allez voir, c'est magique. En fait. Tu fais juste ça. Et tu es revenu. Mais tu fais quoi, là? Tu fermes les yeux, donc tu coupes déjà toutes les stimulations visuelles. Quand tu fermes les yeux, tu te coupes de 85% des stimuli extérieurs. Déjà, tu prends une bonne inspiration. Et tu penses à quoi quand tu prends cette respiration? Et là, par exemple, tu te concentres sur ton cœur et sur ton rythme cardiaque. Et ça te ramène à ton corps. Ça te ramène à ton corps. Donc, ça te ramène dans un état de concentration. Si tu veux, l'étape ultime d'un sportif de haut niveau, c'est sa capacité à rester concentré. Ok. C'est ça. À ne pas se faire perturber par les éléments extérieurs. Exactement. Donc, pour revenir aux 100 mètres, par exemple, sur une course de 100 mètres, ça dure 10 secondes. Ça va très, très vite. Mais tout ce qui se passe avant les 10 secondes qui est important. Voilà, si tu veux. Mais moi, même le jour où j'ai battu mon record, je peux te décomposer presque chaque mètre de ma course. C'est-à-dire que ça, Tellement tu étais concentré. voilà, ça paraît très long, 10 secondes. Ça peut paraître court, mais ça paraît très long. Oui. Surtout quand tu perds. D'accord. Donc, mais sur 100 mètres, il suffit de tourner une tête pour perdre des centièmes de seconde. C'est effrayant. Même moi, en regardant, je suis stressé. Sans être dans le truc, tu vois. donc, en fait, sur 100 mètres, ton principal adversaire, c'est toi. C'est pas les autres. C'est Et vrai. donc, c'est ta capacité à rester concentré, à rester ce qu'on dit en athlétisme dans ton couloir. Et tu restes juste concentré sur ton couloir. Tu fais ce que tu as à faire. Tu ignores tout le reste. Donc, au niveau technique, tu sais ce que tu dois faire. Tu respectes ce que tu dois faire au niveau technique. Et du coup, la vitesse va venir et tu feras ta course. Mais si jamais, à un moment donné, tu commences à regarder les autres, tu es mort. Ok, et donc cette capacité à rester. Donc, ça, c'est une image parce que le sprint, c'est aussi une tâche intellectuelle Complètement. où tu dois rester dans ton couloir pendant 20 minutes. On sait aujourd'hui que c'est hyper dur de faire quelque chose pendant 20 minutes. Rien que 20 minutes, c'est très long. Et être concentré entièrement dans ça, c'est arriver à se reconnecter à soi quand on est perturbé, en fait. C'est ça qu'il faut. Alors, il y a des études en neurosciences qui. Alors, il y en a plusieurs, et des fois, elles ne sont pas toutes d'accord, mais quand même, on sait. La chose suivante, c'est que le cerveau a très peu de capacité à rester concentré longtemps parce qu'il a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, typiquement, on va dire qu'au bout de 15 minutes, si tu es véritablement sur une tâche sur laquelle tu es concentré, il va falloir qu'à un moment donné, quand même, tu sortes de ta tâche pour récupérer. De toute façon, le cerveau le fera tout seul. Parce que nerveusement, il ne peut pas rester plus longtemps. Donc, je sors de la tâche, je reprends une bonne inspiration, je m'hydrate et ensuite, je repars dans l'exercice qui peut être un exercice physique, un exercice de concentration autour d'une tâche intellectuelle, du piano, peu importe, la capacité à rester concentré. Et c'est dans ton état de concentration optimisé que tu vas véritablement développer les apprentissages. Clair. Et la respiration permet aussi, de ce que je comprends, de conserver un niveau d'énergie suffisant pour toute la journée parce que quand tu es entrepreneur ou sportif de haut niveau, tu as besoin d'être, comment on dit en anglais, drivé. Tu as besoin d'avoir une énorme énergie, une agressivité pour pouvoir aller chercher l'extra mile, faire l'entraînement de plus qu'il faut, etc. Et si tu es fatigué à midi ou à 13h et que tu n'as plus la volonté pour aller affronter tout ça, c'est fini pour toi. Tu n'as pas du tout la même agressivité que quelqu'un d'autre. Quand je dis agressivité, c'est au sens performance, pas au sens... Et donc, cette respiration, est-ce qu'elle te permet de réguler ton énergie dans la journée? Complètement. Si tu ne la fais pas, autrement dit, est-ce que tu as moins d'énergie que quelqu'un d'autre si tu ne la fais pas? Moi, typiquement, il y a des personnes qui vont me dire « Thierry, ça y est, j'ai pris soin de moi, je me suis mis au sport. » Okay, ça, c'est Hugo, ça. D'accord. Donc, les personnes commencent par le sport. Ensuite, elles vont me dire comme je commence à m'entraîner beaucoup, je sens bien que je dois récupérer, donc je fais attention à mon alimentation, à mon hydratation. Oui. Et quand je leur demande qu'est-ce que tu fais pour la respiration, elles me disent rien, je respire. D'accord. Alors que pendant la journée, on est toujours en apnée. Mais on vient au monde par une inspiration, on quitte ce monde par une expiration. C'est vrai. C'est-à-dire que tu peux rester un certain temps sans manger, un certain temps sans boire, mais là, si tu arrêtes de respirer, c'est fini. Tu vas être vite en difficulté. Donc, c'est pour ça que la respiration, c'est le pilier de ta santé, en fait. Le fondement de ta santé, c'est la respiration. C'est la première chose sur laquelle tu dois te concentrer. Mais je peux te dire, je respire toute la journée sans y penser. Mais après, tu pourrais respirer mieux. Et si tu apprends à respirer mieux, normalement et très rapidement, tu vas être plus performant. Parce que tu auras du coup beaucoup plus d'énergie pendant ta journée. Ok, et ce qui m'a choqué, on va expliquer cette routine aux gens, mais ce qui m'a choqué, c'est que les gens qui subissent un trauma, une partie de leur thérapie passe par la respiration. Et souvent, les militaires qui ont été dans des scènes d'opération ou les raids ou les GIGN sont souvent confrontés à des situations très traumatiques.
Et tu m'avais dit la dernière fois qu'un soldat pouvait, pour juste illustrer la quantité de respiration d'exercices de respiration que les gens font, il y avait des cas de trauma où les gens devaient respirer plusieurs heures par jour en exercice. Alors, c'est-à-dire que ouais, moi, j'ai récupéré des soldats en syndrome post-traumatique. Donc, un traumatisme, c'est quand même l'association entre un état émotionnel et une expérience. Mais tout ça, c'est relié encore une fois par le système nerveux. Oui. Donc, pour des soldats, alors ensuite, il faudra peut-être aller un peu plus loin dans l'explication parce qu'il y a ce qu'on appelle les mémoires explicites, celles qui passent par le cortex, Okay. et puis les mémoires implicites qui vont passer directement à ce qu'on appelle un sous-cortical. Pour faire simple, et parce que mes copains neuroscientifiques vont m'écouter, ensuite ils vont me faire des remarques, mais il y a un groupe de noyaux qui s'appelle l'amygdale, qui est responsable et qui détecte la peur dans l'environnement, Okay. après le danger. Et ensuite, il y a l'hippocampe qui est responsable de la mémoire. Donc souvent, quand tu récupères un soldat, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, un syndrome post-traumatique, il s'est retrouvé dans une embuscade où typiquement il allait mourir. Wow. T'es face à la mort, quoi. Voilà, tu es face à la mort et tu te dis, tu bouges plus, et tu te dis, ok, J'attends. qu'est-ce qui va se passer? Et tu imagines que tu vas mourir. Au niveau de ton système nerveux, notamment de ton nerf vague, tu vas te retrouver dans une position qui s'appelle une position d'inhibition. C'est-à-dire qu'en situation de stress, tu as 3 comportements possibles. La fuite, le combat, et si tu peux ni fuir ni combattre, tu vas te retrouver en situation d'inhibition. Ouais. Tu ne bouges plus. Et là, ton système nerveux intègre l'information. Pour ceux-là, pour ceux que j'ai, ben, ils ont été sauvés. Et quand ils sont rentrés, en fait, après, quelques jours après, Le syndrome. le syndrome a commencé à se mettre en place. Et là, des attaques de panique, la nuit, des peurs. Donc tu dors pas, Et ou mal. du coup, des réactions qui arrivent, et ils n'arrivent pas à comprendre d'où ça vient. Donc ils ont des flashs. Ils n'arrivent pas à contextualiser précisément en fait, d'où ça vient. Et ce qu'on sait faire aujourd'hui, parce que c'est très bien expliqué, c'est que pour agir du coup sur ces peurs, sur ces syndromes, la première porte d'entrée, c'est le système nerveux. Et le système nerveux, tu peux agir dessus que par la respiration, et non pas par le mental. C'est-à-dire quand tu demandes à un Véridique. soldat de te raconter ce qu'il a vécu Mental. par le mental, et que dans les questions que tu lui proposes, il ne peut pas mener de réponse du coup cohérente, ça va encore amplifier l'état d'anxiété. Wow. Parce que le cerveau ne comprend pas en fait. Tu me poses une question, j'arrive pas à y répondre, et comme j'arrive pas à y répondre, Je suis encore plus anxieux. voilà. Alors qu'en fait, il faut d'abord passer par le corps, et ensuite, tout doucement, remettre de la conscience sur l'événement. Et donc les soldats, ce qu'il y a de simple avec les soldats, ou les sportifs, c'est quand tu leur demandes, pas tous, mais quand tu leur dis, ça serait bien que tu fasses 15, 20, 30 minutes de respiration. En tout cas pour les soldats, puisqu'ils viennent par recommandation, moi je sais que quand tu leur dis 30 minutes, tu sais qu'ils vont faire 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, parce que du coup ils ont que ça à faire. Et très rapidement, tu as des résultats. Juste avec la respiration. C'est quel type de résultat? Mais résultats de bien-être, au niveau du bien-être, parce qu'ils arrivent à apaiser véritablement. Donc limiter leur les système. attaques d'anxiété, C'est ça. de C'est-à-dire que panique. chaque fois qu'ils ont une pensée intrusive et que ça commence à partir, on sait qu'on doit juste calmer le système nerveux. Donc au lieu de surréfléchir et se dire mais pourquoi je ressens ça et de réimaginer les scènes dans lesquelles que j'ai vécu, dire c'est peut-être ça, etc. Tu coupes le mental et tu reviens au corps. C'est ça. Et c'est intéressant parce que tu vois, dans l'idée de la préparation mentale, Il y a le mot mental. il y a le monde mental. Donc on pense que tout passe par le mental. Mais non, en fait. Tout passe pas par le mental, en fait. Tout passe par le système nerveux et la respiration. Mais c'est vrai parce que ce qui me fascine, c'est qu'il y a beaucoup de gens ceux qui font de la psychologie, raisonnent beaucoup par le mental. Parce que c'est raconte-moi ton enfance, raconte-moi machin, etc. Et je pense pas du tout que dans la thérapie purement psychologique, post-traumatique ou autre, on pense à ce point-là au corps. C'est comme si ça avait été délaissé en fait, le corps. C'est pas que ça a été délaissé, c'est que les connaissances sont développées. Oui. Moi, je suis thérapeute et j'accompagne aussi sous cette forme d'accompagnement où tu vas être par le mental, mais très rapidement, quand je vois que la personne est bloquée, comme j'ai plusieurs outils, j'ai plusieurs portes d'entrée. Oui. Donc, il y a des thérapeutes en fait qui sont formés à ce qu'on appelle les thérapies brèves, qui sont par exemple la méditation de pleine conscience, l'hypnose. Il y a plein d'éléments complémentaires qui permettent d'accompagner. Puis il y a ceux qui ne sont pas formés. Mais il y a de plus en plus de thérapeutes quand même qui se forment à ça parce qu'aujourd'hui, Oui. les recherches, notamment en neurosciences, nous amènent quand même beaucoup d'explications sur le mal-être d'une personne Oui. et comment apprendre ce mal-être avec beaucoup plus d'outils qui sont beaucoup plus performants en fait. Est-ce qu'il y a une bonne manière de respirer? Ouais. Pour les gens qui nous suivent, là, si maintenant ils ont compris l'importance, qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur ça? Ce qu'ils doivent savoir, c'est que ta respiration, en fait, elle est contrôlée par ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Ok. Le système nerveux autonome, c'est j'inspire, j'expire. Ok. Et quand tu as un cycle régulier d'inspiration et d'expiration, tu vas avoir au niveau de ton système nerveux un état, on va dire, de bien-être, optimisé. J'inspire, j'expire. Par le nez, comment je... Alors déjà, par le nez, par la bouche. D'accord? C'est un métronome en fait.
plus c'est régulier, plus je suis apaisé. Ce qui se passe pendant la journée, c'est qu'on est plus en inspiration, parce qu'on est très stimulé, qu'en expiration. Ah, on prend pas le temps de bien. C'est comme quand on mange vite, quoi. Voilà, on ne prend pas le temps d'expirer. Donc quand tu ne prends pas le temps d'expirer, tu ne prends pas le temps et tu ne proposes pas à ton cerveau et à ton système nerveux de se reposer. C'est pour ça que très rapidement, tu vas être fatigué. Parce que tu es tout le temps en train d'aller chercher de l'énergie. Comme si tu récupères pas. Donc l'expiration, ça permet de relâcher ton système neurologique et musculaire. C'est ce qu'on appelle le parasympathique. Quand j'inspire, c'est le sympathique. Et du coup, quand j'expire, c'est le parasympathique. Donc il y a un exercice de respiration qui est très étudié en neurosciences. Il y a plus de 70 000 articles de recherche sur ce cycle de respiration qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui est tout simplement cet exercice. J'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes. Et quand je fais ça, je vais avoir 6 cycles de respiration par minute. En sachant qu'en ce moment-là, vous avez entre 12 et 18 cycles de respiration par minute. Ah ouais. Voilà. Donc ça ralentit le rythme. Ça ralentit le rythme. Et on sait que quand on arrive du coup à ce rythme de respiration, ça va aligner notamment nos 3 cerveaux, ici, 5 milliards de neurones, le cœur et le tube digestif, en sachant que le tube digestif, le microbiote, produit 95% de la sérotonine, sérotonine étant le neurotransmetteur dont on a besoin pour calmer nos états d'anxiété et de stress. Donc, il faudra aussi peut-être parler du microbiote. Oui. Mais la cohérence cardiaque, ça permet ça déjà. Donc en fait, ça permet d'optimiser le baroréflexe, on va dire, qui est la partie supérieure du cœur. Donc c'est la respiration de base que tout le monde devrait pratiquer. Déjà, c'est les fondements. Ensuite, pour quelqu'un qui est dans un état de stress relativement important, je vais lui proposer, ou on va lui proposer, d'avoir des exercices de respiration en plus, ou dans lesquels on va exagérer le parasympathique, donc l'expiration. Donc, par exemple, moi, ce matin, j'ai fait 10 minutes de cohérence cardiaque. Ensuite, j'ai fait 10 minutes de 4-8. Où tu expires plus longtemps. Voilà. Et ensuite, j'ai fait 10 minutes de 4-12. Ah ouais, ça existe, 4-12. Ah ouais, bah après, tu peux aller aussi loin que tu veux. D'accord ? Mais il faut s'entraîner. 12, c'est dur hein, d'expirer pendant 12 secondes. Donc qu'est-ce que je fais ? Je repasse du coup par la technique de base, qui est la cohérence cardiaque. Et ensuite, je m'entraîne à mettre en place des exercices où mon système nerveux, mon corps et mon cœur, de façon automatique, pendant la journée, s'il en a besoin, va pouvoir produire le réflexe sans même que je lui indique qu'il doit le faire. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, je suis venu en train, tu vois, pendant 1h30, j'ai travaillé, j'étais concentré sur ce que je faisais. À un moment donné, j'ai senti que... Ça te décroche. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fermé les yeux. Mais je le fais de façon automatique, je ne réfléchis même pas en fait. Je ferme les yeux et pendant 2 minutes, j'ai amplifié le parasympathique. Au bout de 2 minutes, je suis revenu en état de calme. J'ai ouvert les yeux, boum, j'étais nickel. Et ce qui m'a impressionné dans ce que tu disais, c'est que l'entraînement joue. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que tu fais l'entraînement. Genre si Anthony n'a jamais fait de respiration et que là il fait 4-12 ou 4-8, il n'aura pas forcément l'impact souhaité. C'est comme un sport ou un skill. Il faut pouvoir le répéter pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que tu commences à maîtriser l'art de la respiration. C'est un vrai art. Ah ben c'est l'art de la respiration, c'est exactement ça. C'est-à-dire que déjà faire du 4-8, du 4-10 ou du 4-12, il faut s'entraîner. Ben déjà de faire la cohérence cardiaque, il faut déjà s'entraîner avant de mesurer les effets. Mais après, effectivement, tu vois, tu es pendant la journée, tu sens que tu as une montée de stress, ben de façon automatique. C'est parce que tu t'es entraîné. Tu as créé le conditionnement, donc le réflexe. Donc ton cerveau, de façon naturelle, il va chercher la technique, il l'applique. Toi tu as commencé il y a longtemps l'art de la respiration, l'entraînement. Tu m'as dit il y a 15 ans. Est-ce que tu peux nous dire, avant Thierry, comment il était, avant de maîtriser l'art de la respiration, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour toi ? Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que par exemple, des matins, je vais me lever, j'ai super bien dormi. Vraiment, je suis très bien. Ouais. Et je vais me dire, OK, je ne vais pas faire de respiration. 2 minutes après, je suis assis, je fais de la respiration. Parce que je sais qu'après la respiration, je suis toujours mieux. Et ça, je l'ai vécu au bout d'1 an. D'entraînement. Waouh, 1 an. 1 an d'entraînement. Et au bout d'1 an, c'est devenu un conditionnement, un réflexe que j'ai encore aujourd'hui. Donc le Thierry d'avant, il aurait eu un coup de stress énorme à 10h dans sa journée, 10h du matin. Il n'aurait rien fait. Ouais. Il aurait juste encaissé. Donc ça a baissé son niveau d'énergie. Donc tu aurais réduit 30% peut-être ton niveau d'énergie. Là, tu as un réflexe automatique. S'il y a un coup que tu reçois, une mauvaise n'importe, une stimulation négative ou quoi, ton corps va directement lui-même se stopper, faire une respiration. Et là, tu as rechargé, tu as récupéré un peu. Et ta journée est meilleure, quoi. C'est-à-dire que dans un état de stress chronique, on va dire, tu sais que tu as un trop-plein de noradrénaline dans le cortex préfrontal. Waouh, c'est physique. Ouais. Et la noradrénaline, c'est le neurotransmetteur qui permet au cœur d'accélérer. D'accord ? Et le précurseur à la noradrénaline, c'est la dopamine. Le matin, donc ton corps, pour accélérer, il a besoin de noradrénaline.
Et pour décélérer, il a besoin d'un autre neurotransmetteur qui s'appelle acétylcholine. Donc là, on est déjà dans des choses un peu techniques. Mais quelqu'un qui est en stress, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'énergie. Donc Oui, ça consomme. Il va donc stimuler ses glandes surrénales. Et il va avoir un trop-plein de noradrénaline. Et quand tu as un trop-plein de noradrénaline au niveau du cortex, en fait, il y a une coupure qui va se faire en termes de communication. C'est-à-dire que le cerveau, par lui-même, sait qu'il est en danger. Et donc, il ne peut plus, en fait, raisonner normalement. Et de toute façon, neurochimiquement, il ne peut plus. Même en mémoire, tu commences à ne plus accéder à ta mémoire comme il faut. Tu sens que tu ne peux plus calculer. Donc, quelqu'un qui est trop stressé ou en colère, c'est pas quelqu'un qui raisonne normalement. Oui. Donc, quand tu sais ça, en fait, que tu comprends la mécanique, quand tu as un moment de stress qui arrive et que tu vas éliminer. Tu sais que le premier réflexe que tu dois avoir, c'est pour réguler ton niveau de noradrénaline, tout simplement. Mais après, quand tu le fais et que tu le vis, tu sais que ça fonctionne. Change quelque chose en toi. Donc moi, j'ai mis 1 an, en fait, à intégrer ça, à le comprendre. J'avais compris par ton corps, voilà, pas intellectuellement. J'avais compris la théorie. Entre la théorie et la pratique. C'est vrai. Tu sais, Anthony, c'est comme disait Krishnamurti. Tu connais Krishnamurti ? C'est un des plus grands philosophes bouddhistes de l'histoire, je pense. Et il disait, quand tu comprends un truc, il y a comprendre intellectuellement et il y a le comprendre via ton corps, par le ventre, quoi. Et quand tu le comprends par le ventre, c'est que tu as internalisé l'expérience et c'est la vraie compréhension. Parce que la compréhension intellectuelle, c'est juste une théorie, c'est que tu as lu quelque part, quoi. La vraie compréhension passe par le corps. C'est fou, ouais. Tu Exactement. Là, tu parlais du tube digestif, par exemple, et ça, c'est relié. Le nerf vague, du coup, le nerf vague impacte la capacité de ton tube digestif à récupérer. Mais ça vient du sport. Tu sais par le sport, c'est-à-dire quand tu es sportif de haut niveau, tu vas regarder un sprinter courir, champion olympique, tu vas dire ok, ben, j'ai compris. Hein. Je sais de quelle manière il démarre, je sais quel nombre de foulées il fait. Bref, je vois la technique. Oui. Mais ensuite, pour reproduire la technique, autre chose. Il va falloir que tu t'entraînes. Oui. Et même si tu as des capacités, peut-être que tu n'y arriveras jamais. C'est vrai. Donc un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui a du talent et qui tous les jours va s'entraîner dans un cadre bien spécifique. Oui. Il a besoin d'un cadre. C'est le cadre qui va lui permettre de maintenir la discipline et de développer la motivation dont il a besoin pour se projeter sur le long terme. Ouais. Parce que les sportifs, ils sont comme tout le monde. Il y a des jours, ça va super, il y a des jours, ça ne va pas du tout. Ils ont aussi des problèmes perso, ils ont des trucs. Mais ce qu'ils ont, c'est le cadre. Oui. Et pour revenir à l'aspiration de cohérence cardiaque, celle-là qui est la basique que tout le monde, tu dis, doit absolument pratiquer, c'est les 5 secondes, 5 secondes. Donc bien sûr, il y a des applications où tu peux appuyer sur play et ça te guide. Mais ce qui m'a frappé dans la respiration des 5 de cohérence cardiaque, c'est qu'il y avait une vidéo de toi où tu traçais ton... Il y avait un tracé de ton cœur, je pense. Ouais. On va peut-être mettre cette séquence. Et en fait, tu vois Thierry avant avec toutes les stimulations, etc. Il n'est pas régulier, le battement. Et ça, c'est nous dans la journée quand on est en train de bosser, de machin. Alors que normalement, ça doit être un tracé assez clair. Et une fois qu'il fait la respiration en live, tu vois le tracé, il devient clean. Ça devient un graphe comme ça, avec des cycles hyper clean. On mettra la vidéo. C'est un logiciel, donc en fait, je mets un capteur sur l'oreille. Ensuite, je fais la démonstration. Donc, du coup, ça prend mon rythme cardiaque. Et ce qui est intéressant dans la vidéo que tu vois, c'est que même en parlant, parce que du coup je parle à un moment donné, j'explique aux gens, vous voyez, là je suis en train de parler, pourtant je suis stimulé, et j'arrive à rester en cohérence cardiaque en étant stimulé. Ouais. Cette vidéo, elle est frappante parce que tu as un graphique, c'est pas juste de la théorie. tu vois son cœur, comment il se comporte, juste avec de la respiration. Donc c'est vraiment magique. Ah ben oui. Enfin, c'est pas magique. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça le truc. C'est que c'est pas de la magie en fait, c'est juste de la physiologie. Il faut s'entraîner. Non, l'effet on dirait c'est magique, tu vois. Ouais, on dirait. C'est incroyable. Et donc ça, c'est la respiration. Et un sujet énorme, c'est le sommeil. Donc je sais que avec toutes les stimulations qu'on a toute la journée, surtout si on gère une boîte, si on est entrepreneur, on a tellement de surprises, tellement de trucs que petit à petit, on accumule tous des petits traumas à gauche à droite, des petits qui s'accumulent et qui vont avoir un impact énorme sur tout. Parfois, certains, c'est le sommeil. Parfois, certains vont avoir des douleurs qui vont somatiser dans leur corps. Et en fait, finalement, toute cette pression, elle n'est pas gratuite. Elle ne va pas disparaître dans la nature. Elle est encaissée quelque part. Dans nos subconscients, il y a des pensées qui vont commencer qui n'existaient pas du tout, qui vont se créer. Et donc, en fait, on est tous, plus ou moins selon le rythme de vie. Alors, quelqu'un qui a un rythme de vie beaucoup plus calme, il va peut-être avoir moins, mais tout le monde, et notamment en entrepreneuriat, je sais que les entrepreneurs qui ont beaucoup de salariés sont très, très enclins à avoir d'énormes éléments de stress accumulés sur des années et des années. Et comme ils ne se prennent pas en charge avant que vraiment il y ait des problèmes, en fait, c'est accumulé. Et le sommeil, c'est un des ceux qui prend le plus le coup. Et du coup, c'est quoi l'impact de cette respiration-là sur le sommeil? Toi, tu as senti une différence sur ton sommeil avant? Ah oui, complètement.
Ah ouais? Ah oui, oui. Plus profond ou... Bah ouais, plus profond, mais moi je m'endors avec la respiration parce que le soir, de la même manière, j'ai mes routines de respiration. Ok. Donc le soir, pour m'endormir, je vais faire du 4-8 ou du 4-10. Donc en fait, comme le matin, je ferme les yeux et généralement en 5 minutes, je pars, même pas. Waouh. C'est-à-dire qu'en fait, à la commande, ce que je suis en train de faire par la respiration, c'est d'abaisser mon niveau d'ondes cérébrales. Donc les ondes cérébrales, tu as les ondes gamma, bêta, alpha, θ, delta. Et en fait, pendant la journée, on va osciller entre ces ondes. Mais on sait que le soir, pour t'endormir, il faut que tes ondes cérébrales basculent du coup en θ, en delta, un sommeil profond en fait. Et Donc notre cerveau vibre voilà, il vibre. à un niveau alpha ou delta. Et tant qu'il est stimulé, Oui, mais ton système nerveux ne peut pas se reposer, donc ton corps ne peut pas s'endormir en fait. oui, oui. Donc par la respiration, qu'est-ce que tu fais? Tu provoques ce relâchement, tout simplement. Ensuite, ça ne va pas suffire parce que ta qualité de sommeil, elle est reliée à plein de choses, à ton alimentation, à ton hydratation, à plein d'éléments. Oui. Si au niveau biologique et neurochimique, tu n'es pas équilibré, de toute façon, la respiration ne suffira pas. Oui. Donc la qualité de sommeil, c'est quelque chose d'important parce que là aussi, c'est fondamental. Si tu ne dors pas bien, tu ne peux pas récupérer, donc forcément, tu vas en payer le prix. Oui. Et tu vas en payer le prix très rapidement parce que ton corps te parle et tu sais que Clairement. quand ton corps te parle, tu sais qu'il y a un déséquilibre. Quelque chose est en train de se passer Oui. sur lequel tu dois agir. Ok. Et les gens n'écoutent pas leur corps. Donc, ouais, exact. Et c'est vrai que quand on commence à écouter son corps, on change beaucoup la perception de. Parce qu'il y a beaucoup de douleurs qu'on remarque même pas, surtout chez les hommes, je pense, où on ignore ça en disant non, je sois fort, c'est rien ça, tu vois. Et on nous a pas appris dans notre éducation à écouter le corps, mais plutôt à dire non, mais on est fort, on a même pas mal, tu vois. J'ai même pas mal. et du coup, le corps, lui, encaisse, parce que lui, il a vraiment mal. Ouais. Et si tu voyais quelqu'un d'autre avoir cette douleur-là, et pas toi, tu courrais pour lui conseiller de mec, prends-toi en charge. Mais comme c'est toi et que tu t'écoutes pas, alors que si c'était quelqu'un d'autre, tu te dis mais pourquoi tu t'infliges cette souffrance, genre. Et j'ai trouvé ça fou quand tu commences à l'écouter, tu découvres plein de choses. Tu découvres qu'il y a des douleurs particulières au ventre, au dos, aux trucs qui ont commencé à peut-être grossir un peu, c'est des signaux faibles parfois. Et tu te dis ok, maintenant je dois agir. Parce que je l'ai écouté, je dois agir. Alors que si tu l'écoutes pas, tu laisses ça se développer et devenir. Ouais, mais tu vois, quand tu es chef d'entreprise ou sportif de haut niveau, tu es dans le déni. Enfin, à un moment donné, c'est ce que tu ne supportes pas, Oui. c'est de devoir arrêter. C'est vrai. Moi, les sportifs de haut niveau, C'est terrible. blessés, moi, quand j'étais blessé, j'allais m'entraîner en cachette, des fois. Waouh. Le médecin, il me disait, après le kiné te récupérait, il disait, mais Thierry, tu t'es reposé? Tu prends un risque. Ouais, je me suis reposé. D'accord, il savait tout de suite. Donc tu prends des risques démesurés, alors même que tu sais que c'est pas bon pour toi. En fait, ta peur, c'est que quand toi tu te reposes, les autres continuent à s'entraîner. Donc tu dis, je suis en train de perdre du temps. Ouais. Bon, on va retrouver ça chez les chefs d'entreprise. Oui. Bon, le concurrent est en train d'avancer, moi je m'allonge, qu'est-ce que je fais là? Exactement, tu vois. C'est-à-dire que le repos, pour toi, c'est pas prioritaire. Mais un jour, ce repos, il va te rattraper. C'est clair. Voilà. Quand, je sais pas. Et- Moi, j'accompagnais beaucoup de chefs d'entreprise. Tu vois, quand je les ai récupérés, ils étaient en burn-out. D'accord. Mais ils interviennent dans les dernières minutes, quoi. Voilà, à l'urgence. Oui, à l'urgence. Donc là, on a parlé de respiration. Pour clore cette partie respiration, moi, il y a un graphe qui m'a choqué. Ils ont fait une imagerie de cerveau de quelqu'un qui enchaîne des réunions sans aucun repos entre les réunions. J'aurais fait 1 heure de 15 à 16, ensuite de 16 à 17. Et ensuite, ils ont pris la même personne et ils lui ont fait faire des réunions avec 5 minutes de récupération entre 2 réunions. Donc, il a fait le même volume de travail. C'est 1 heure, mais il y a 5 minutes de battement entre les deux. Et le cerveau n'a rien à voir. Le cerveau, il est beaucoup plus au calme dans le deuxième scénario, alors que juste, il a inséré une récupération. Une récupération. Mais ouais, en fait, tu ramènes en fait à l'état de base ton système nerveux, il se régénère et il repart. C'est comme Ouais, un sportif, par exemple, qui enchaîne au lieu de faire un repos entre 2 courses. Ça change tout. Mais bien sûr. Là, dans l'autre cas, il peut claquer complètement. Et dans le premier, il est juste il a récupéré, quoi. Ok, donc ça, c'est la respiration. Et tu parles beaucoup aussi de méditation, qui est dans le même, pour moi, chapitre que écouter son corps. Mais peut-être que les gens comprennent mal c'est quoi méditation. Moi, j'avais l'image du bouddhiste qui s'assoit, qui fait comme ça et qui... Alors, j'ai découvert que Hugo avait un haut niveau de conscience sur la... C'est vrai? Sur la C'est vrai? méditation. Non, mais il m'a surpris. Il m'a surpris. Super. Il avait bien compris le truc et moi j'avais vraiment pas compris. Je pensais que c'était un truc que tu devais réfléchir, etc. Et en fait c'est l'inverse. C'est vraiment, il faut plutôt observer que être acteur dans la méditation. C'est quoi la méditation? Ouais, encore une fois, il y a plusieurs formes de méditation. Tu peux faire de la méditation guidée. Oui. Moi, en fait, ma forme de méditation, moi, elle est relativement simple. En fait, je me mets au calme comme ça. Et puis à un moment donné, je vais attendre que mes pensées arrivent. Donc, du coup, elles arrivent vite. Toute seule. Toute seule. Toute seule. Ouais. Et dans les pensées qui arrivent, je vais observer celles qui me préoccupent.
Ok, donc tu es un observateur. Voilà, méditer pour moi, c'est observer mes pensées vagabonder. Et dans celles qui vagabondent, je vais prendre en priorité celles qui me préoccupent. C'est-à-dire que par la méditation, tout de suite, je me focalise sur ce qui me préoccupe. Quelqu'un qui ne médite pas, il ne prend pas conscience de ça. C'est vrai. Donc ça me permet pas, moi le matin, tiens, ça me préoccupe, comme ce matin, hein, je me suis réveillé, j'ai noté les 2-3 choses là qui me préoccupaient et je me suis dit sur ça je dois agir. Ok. Et donc j'ai une stratégie sur ces pensées qui me préoccupent. Et quand tu fais de la méditation, tu vas très vite te rendre compte que c'est sur 100 pensées, tu en as vraiment 5 qui te préoccupent en permanence. Oui. Donc moi j'ai des personnes qui vont me dire ouais, je suis tout le temps préoccupé. Je dis non, tu n'es pas tout le temps préoccupé, tu es préoccupé par certaines pensées qui reviennent de manière récurrente. Celles-là, tu dois les identifier et les amener à ta conscience pour agir dessus. Ce que tu dis là, c'est qu'il y a des pensées qui sont dans le subconscient, mais elles agissent tous les jours, elles nous commandent, C'est ça. elles nous dirigent. Et une des manières de pouvoir les écouter ou les observer, c'est de juste arrêter de son activité. C'est ça. Ce qui est très dur, parce qu'on est toujours avec des notifications. Là, tu vois, par exemple, Hugo et Anthony sont sur leur téléphone, etc. On est obligé de faire un truc. Et en fait, on fuit un peu cette reconnexion avec soi, soit en allant sur des notifs, et c'est facile, parce que c'est de la consommation, et c'est très facile. Ça nous hypnotise un peu, et ça nous fait c'est exactement ça. ne pas nous écouter. Mais c'est très dommage, parce que j'ai appris que c'était très dommage. Et en fait, on m'a toujours dit que c'était mauvais, le téléphone et les notifs et tout. Mais j'ai enfin compris pourquoi. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que le fait d'aller regarder son téléphone t'enlève la seule occasion que tu as pour te connecter, pour t'écouter. Parce qu'en fait, on regarde quand on est anxieux. Moi, quand je suis anxieux, je commence à scroller direct. C'est un réflexe, tu vois. Et maintenant, je sais que quand je scrolle, c'est parce que j'ai une anxiété. Et normalement, si j'avais pas le téléphone, je me serais juste posé, comme tu dis, j'aurais respiré. Et là, tu commences à voir des pensées remonter toutes seules et dis ah, mais c'est ça en fait qui me rend anxieux. Mais comme il y a le téléphone, on fait jamais ces observations-là. Et donc, on passe à côté d'une mine d'or sur nous et on calme. C'est comme une anesthésie. C'est comme si ton corps il a mal et au lieu de soigner, tu anesthésies la douleur et tu laisses ta jambe en souffrance jusqu'à ce qu'elle soit coupée, tu vois. Et c'est la même chose, mais avec notre psyché. C'est ça, c'est-à-dire tu es en permanence stimulé, tu vois. Oui. Et ces stimulations vont te fatiguer. C'est-à-dire que là où tu mets ton attention, oui, tu mets ton énergie. Donc si tu le mets sur TikTok, c'est chaud pour toi. Donc, tu viens d'écrire un article, je dis n'importe quoi, et tu dis, tiens, ben, je vais me reposer. Et en fait, tu prends YouTube. Et tu prends ton téléphone, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton énergie sur le téléphone, qui va continuer en fait à te fatiguer. Donc pendant la journée, tu n'as aucun moment de récupération. En fait. Tu vois ce que je veux? Et d'écoute. Et tu t'écoutes pas. Et tu t'écoutes pas, voilà. Et en fait, j'avais compris aussi que il y a un des facteurs qui fait qu'on est anxieux, c'est que quand on pense au futur, le cerveau a souvent, avec ce besoin de survie, il met de l'anxiété quand on se projette dans le futur pour nous éviter de prendre des risques, etc., ouais. etc. Et si on pense au passé, ben, il va penser à des choses un peu déprimantes de la mémoire. Et donc, c'est pour ça que ramener à l'instant présent via le corps, qui est un peu de ce que j'ai compris, la seule manière de se ramener à l'instant présent, c'est le corps. C'est la seule technique. Parce que sinon, si tu laisses ton cerveau libre, il va tout de suite commencer à se projeter en disant ah, demain j'ai ça, après-demain j'ai ça, mais si ça marche pas, mais si j'arrive pas à obtenir là, ou l'administration fait un retard, etc. Ou bien il commence à puiser et ruminer dans le passé des expériences mauvaises pour te rappeler qu'il faut vraiment pas refaire cette erreur. Et donc tu déprimes. Et du coup, une technique, c'est tu respires et tu reconnectes, comme tu dis. Exactement. C'est-à-dire que ton cerveau, en fait, ton esprit est tout le temps dans le passé, le présent ou le futur. Il se balade en permanence. Ouais. Mais ton corps, lui, il est tout le temps dans le présent. Ouais. Donc, ce qu'il faut, c'est revenir dans le présent. Parce que je dis souvent que le cerveau a horreur du vide. Exact. Ouais. Il a besoin d'avoir des réponses. Mais il produit des réponses à partir de ce qu'il a vécu. Donc, tu te projettes dans ton business à partir de ce que tu as vécu. Et tu dis, ça des traumas. Ça va pas être évident. Donc, tu es en train de créer quoi? De l'anxiété. Parce que la réponse que tu amènes n'est pas satisfaisante. Et donc, ça crée du stress et de l'anxiété. Ouais. C'est ça la mécanique, en fait. Donc, tu vois, le conditionnement mental, la préparation mentale, la manifestation, la visualisation, c'est quand je me projette, de quelle manière je me projette. Contrôler cette projection. Voilà, contrôler cette projection. Et je sais que je me projette bien à partir du moment où, au niveau de mon corps, donc de mon état émotionnel, je suis en équilibre. Donc, la préparation mentale, c'est ça. C'est explique-moi de quelle manière tu te projettes. Au travers de ce que va me dire l'athlète ou le chef d'entreprise, je vais identifier de quelle manière il crée de l'anxiété. Et on va revenir systématiquement à sa psychologie, à son système de croyance. Et l'objectif d'un préparateur mental ou d'un psychologue, c'est de l'accompagner au travers des blocages qu'il est en train de te décrire. Donc, et là, encore une fois, tu vas avoir le chef d'entreprise qui va se projeter, qui va se dire c'est bon, j'ai bien mis en place tout ce qu'il fallait au niveau de ma stratégie et ça va fonctionner. Et celui-là, typiquement, il se projette plutôt bien. Et puis il y a celui qui va se dire ça va être plutôt compliqué.
Et là, tu as 2 formes en fait, d'approche qui sont différentes. Et donc, tu as 2 psychologies différentes. Et tu risques d'avoir 2 résultats qui vont être différents, forcément. Ouais, C'est selon ça, comment tu te projettes. Exactement. Et ça me ramène à un point. Donc, la méditation, pour finir, c'est de ce que tu as expliqué, c'est tu observes ce que tu as pensé seul, ce que ton cerveau balance comme pensée tout seul, sans aucun effort. Donc, tu n'es pas en train de toi activement penser à quelque chose. Juste, tu coupes, Tu laisses venir. tu te concentres sur ton corps et d'un coup, bam, il y a des trucs qui commencent à se bombarder, qui sont tes pensées. Ouais. Et là, tu te rends compte à quel point elles te commandent, parce qu'elles sont là, indépendamment de toi, elles sont là. Et elles te dirigent. Et Krishnamurti disait beaucoup, nous ne sommes pas nos pensées. Nos pensées, c'est pas nous. Il faut pas les lier, en fait. C'est ça. Et donc, quand tu observes tes pensées, tu dis, OK, il y en a qui reviennent. Donc, tu notes ce qui te stresse à l'instant T ou juste ce qui remonte. Ouais, ce qui te préoccupe. Pas seulement ce qui te préoccupe, mais en tout cas, sur ce qui te préoccupe, tu sais que tu vas devoir agir. Et d'ailleurs, quand j'ai appliqué ça, j'avais des pensées complètement bêtes qui arrivaient en premier. Et je me disais, bon, c'est random, c'est aléatoire. Et en fait, je me dis, non, en fait, si ça remonte en premier, c'est que c'est pas aléatoire, justement. Et donc, tu la notes. Et parfois, c'est des trucs très bêtes. C'est genre, demain, j'ai un rendez-vous à l'administration. Et ça me préoccupe alors que je pensais jamais du tout. Et en fait, tu notes. Et au fur et à mesure de plein de séances, tu vas remarquer qu'il y a peut-être 3 ou 4 ou 5 qui reviennent beaucoup plus que d'autres. Et là, tu te dis, OK, sur cela, je dois intervenir. Et c'est comment tu interviens dans ce cas-là. Tu as trouvé tes 5-6 grosses préoccupations qui, même quand tu n'y penses même pas, elles sont en train de te piquer. Qu'est-ce que tu dois faire à ces pensées-là? Mais une fois que tu as pris conscience des pensées qui te préoccupent et que tu les as... Déjà, c'est quelque chose. Ouais, déjà. La prise de conscience, c'est 90% du travail, j'ai dit tout le temps. Tu vas du coup les exprimer sur une feuille et là, tu vas te dire, à partir de maintenant, quel type de priorité je vais mettre pour agir sur ça. Donc, tu es en train de reposer ton cerveau quand tu fais ça. Parce que tu m'avais dit, tu mets un process. Tu mets un process, tu mets une stratégie et tu lui dis, c'est bon, on va agir. Et voilà comment on va agir. Ton cerveau, il ne fait pas ce que tu veux, il fait ce que tu lui demandes. Ok. C'est quoi la différence? Je veux être champion olympique. Par contre, je vais t'expliquer comment on va faire pour être champion olympique. Et quand tu as un plan, déjà, il est calmé. Il dit, OK, ce point-là, il y a une stratégie. Il y a un plan. D'accord. Étape par étape. Et ça, il aime le cerveau. Ouais. Les étapes. Les objectifs. Alors, tu as l'objectif, les résultats que tu vas atteindre à long terme, et ensuite, c'est de quelle manière tu vas y arriver. Et ça va passer par quoi? De la discipline dans laquelle tu vas produire de la motivation parce que tous les jours, tu sens que tu progresses et que tu te rapproches tout doucement de tes résultats. En fait, ça, c'est un point méga important parce que c'est la différence entre l'enjeu et le process. C'est ça. Et quand tu es très focus sur l'enjeu, ça te détruit parce que ça t'écrase. L'enjeu t'écrase. Quand tu transformes la concentration sur l'enjeu vers la concentration sur le jeu lui-même, sur le process, tu es beaucoup plus apaisé. Et il y a une scène, je ne sais pas si on en arrivera à la trouver, où il y a un coach de tennis. On entend ce qu'il va coacher entre 2 sets à son sportif. Et donc le tennisman, il commence à faire n'importe quoi, il commence à perdre, il se pose, il est stressé. Le coach vient le voir et lui dit, ton revers, tu dois le désaxer un peu plus. Juste ça. Ne pense pas au score. Oublie le score, oublie le match, c'est bon. C'est un détail. Juste ton revers. Et donc en fait, il a transformé vers le process en disant, je me concentre que sur le process et pas le fait de je dois gagner, je dois pas perdre. Et une fois que tu mets ton attention sur le process, ça change. Mais je trouve que un entrepreneur est vraiment sous le poids de l'enjeu. Parce qu'il dit, je dois absolument réussir, je dois pas rater, je dois lever. Et en fait, peut-être c'est ça. Et c'est comment arriver à lui dire non, mais maintenant, juste focus sur le process. Sur cette étape-là du process, quoi. Ben, ensuite, ce qui va être important, c'est l'environnement. Oui, ça c'est un point. Ouais. C'est ton environnement. C'est-à-dire que tu as créé ta boîte et tu t'occupes de tout. C'est difficile d'être partout. Ouais. D'accord ? Porter la vision, être ensuite sur les processus, dans chacune des équipes. Bon, bref, au bout d'un moment... tu es entouré par qui ? Tu sais plus où tu vas. Ouais. Enfin, c'est pas que tu sais plus où tu vas, mais tu commences à être submergé. Oui. Et moi, ce que je vais rencontrer dans des entreprises qui démarrent, souvent, c'est des fois des difficultés à déléguer. Tu as du mal à déléguer sur des tâches parce que si toi-même passé, c'est toi qui mets en place le process. Et tu te dis, est-ce que la personne va être en capacité de faire aussi bien que moi, en fait ? Donc, et même si tu arrives à déléguer, c'est très difficile pour toi de ne pas aller contrôler. Quand tu arrives du coup à véritablement déléguer et à plus contrôler un certain nombre de choses, ça va te reposer. Tu vas pouvoir mettre ton énergie sur d'autres choses. Ouais. Et l'idée, c'est ça, en fait. Pour grossir, de toute façon, à un moment donné, il faut mettre en place des équipes qui soient autonomes, je pense, avec des intelligences peut-être que toi, tu n'as pas, et qui vont te permettre de porter la vision que toi, du coup, tu as mis en place, et de te rapprocher de ce résultat que toi, tu vois précisément, mais que peut-être les autres ne voient pas encore. Donc ça, c'est être conscient de son environnement. Ah ouais. Et tu vas parler d'un grand sportif français qui est connu pour
très concentré sur son environnement, c'est Teddy Riner peut-être. Oui, Teddy Riner, bien évidemment. Mais Teddy Riner, lui, si tu veux, il est accompagné depuis l'âge de 15 ans en préparation mentale, Ok. donc, depuis qu'il est rentré à l'INSEP, et par une psychologue. Donc c'est quelqu'un qui a, tu vois, ça fait 20 ans qu'il est sur Et c'est pas parce qu'il était déprimé. Ah non. Mais il est arrivé dans un environnement qui n'était pas évident pour lui à l'âge de 15 ans à l'INSEP, où il était déjà surdimensionné, Ok. Oui. avec à l'époque des judokas qui n'avaient pas envie De l'affronter. voilà, tu vois, non, qu'ils prennent la place. Donc au début, Toxique, c'était, vraiment toxique. Pas toxique, mais Un peu de- on va dire un environnement pas hostile, mais c'est le sport de haut niveau qui est comme ça. D'accord. C'est la concurrence. Mais tout de suite, il a été pris en charge. Il le dit de toute façon dans toutes ses interviews, que la préparation mentale, pour lui, c'est un élément fondamental qu'il a intégré très rapidement et qui lui a permis de performer, d'être au niveau où il est aujourd'hui. Et l'environnement, c'est par qui je suis entouré, qui est dans mon club, est-ce qu'il y a des gens qui sont là positifs pour moi, est-ce qu'il y a des gens qui sont négatifs, comment je dois remplacer, c'est ça, Ouais, être conscient de son environnement. C'est les systèmes de croyances qui sont autour de toi. On dit généralement que tu es la moyenne des croyances des personnes qui sont autour de toi. Donc si tu es entrepreneur et que tout autour de toi, tu as des entrepreneurs qui sont dans un mindset de réussite et qui se projettent convenablement, C'est contagieux. c'est contagieux. Si autour de toi, tu as des gens qui vont te dire Anxieux. ton business, ça va être compliqué, tu sais, il y a beaucoup de concurrence. Moi, si j'étais toi, j'y réfléchirais un peu plus. Mais on s'en rend pas compte parce qu'on réfléchit pas à notre environnement tous les jours. Mais non. Il est comme ça, il est là. Voilà. Les gens qui m'entourent, on se dit pas je peux le changer en fait. Et Le gérer différemment, en tout cas. Ou le gérer différemment, t'as Le raison. gérer différemment, mettre de l'importance, bien identifier quelles sont les personnes qui t'accompagnent, celles qui te bloquent. Et puis dans celles qui te bloquent, ça ne veut pas dire qu'elles le font exprès. Parce que des fois, Oui. ça peut être avec une bonne intention, un mécanisme de défense pour te protéger. Moi, je le Oui. vois avec des athlètes de haut niveau, notamment avec des parents parfois. Tu as l'athlète qui s'entraîne 3-4 heures par jour, qui est en train de finir son master, qui vient de démarrer un projet entrepreneurial. Wow. Et les parents lui disent, je l'ai encore vécu il n'y a pas longtemps, moi si j'étais toi, je ferais un choix là, parce que à trop vouloir faire de choses, tu vas arriver à rien. Complet. Tu vois. Et ça m'amène à un point que tu cites beaucoup, c'est l'alignement. Alors je sais pas pourquoi c'est important l'alignement, mais je me souviens que j'avais fait des formations et j'avais compris le terme congruent. Ouais, la concurrence. La congruence. Tu connaissais ce terme, Anthony? Alors, c'est un terme technique pour dire que est-ce que tu es aligné? Genre, quand tu vois des interviews de sportifs, parfois tu vois le mec, il va exprimer une idée verbalement, il va dire ouais, c'était un bon match et tout, et en fait, son corps tout signale l'inverse. Et il n'est pas C'est ça. congruent. Il est pas. C'est ça, exactement. Et là, quand tu fais un entretien avec quelqu'un, un manager chez toi, un directeur, et que tu lui dis qu'est-ce que tu as pensé de l'année, etc., et tu vois qu'il dit non, on a été super et tout, et tu sais, il est inquiet, il est crispé et tout, tu dis il y a un désalignement majeur et il faut que je creuse. C'est pas... Et en fait, l'alignement, c'est un peu aussi lié peut-être avec les croyances. Tu dis à quel point c'est important d'être aligné avec soi-même ou avec ses croyances, qu'est-ce que ça change? Mais être aligné, j'ai un objectif que je souhaite atteindre. Ouais. Et je vais mettre en place une vraie stratégie pour l'atteindre. Donc, je vais notamment aussi gérer mon environnement. Et quand, par exemple, tu discutes avec un sportif ou un chef d'entreprise, quand il te parle de ses objectifs, la manière dont il t'en parle, et tu viens de le dire, tu sais tout de suite s'il aligne ou pas. Parce que tu vas voir que son corps fonctionne comme son esprit, véritablement. C'est le prolongement de ce qu'il est en train de penser. Mais des fois, tu as des personnes qui vont te dire oui, et le corps va dire non, en fait, tu vois. Et là, tu sais qu'il y a un manque de congruence. Et on va relier ça souvent... Enfin, après, quand tu as l'habitude du langage non-verbal, de l'observation du langage non-verbal, c'est quelque chose que tu détectes tout de suite, en fait. Mais dans l'atteinte de mes objectifs, est-ce que c'est important que je sois aligné avec, je sais pas, mes valeurs, mes croyances, mais c'est quoi? Explique-nous en quoi ça change d'être complètement aligné et pourquoi toi tu cherches quand tu vas suivre des gens. Pourquoi est-ce que tu commences par des questions autour de quel est ton objectif, qu'est-ce que tu cherches à faire dans la vie? Parce que peut-être parfois on mène des quêtes qui ne sont pas les nôtres. Ben oui, mais le matin quand tu te lèves, en fait, tu te lèves pour couvrir des besoins. Alors tu le sais, moi je fais des travaux de recherche en ce moment sur parce que j'interviens en entreprise sur la motivation, l'implication des collaborateurs à générer de la valeur ajoutée. Oui. D'accord. Donc en gros, si un collaborateur n'est pas en capacité de générer de la valeur ajoutée, pas de valeur ajoutée, pas de résultat, pas de bénéfice, pas de salaire. Oui. Moi, quand j'interviens en entreprise, quand je leur dis aujourd'hui je suis là, on va parler de motivation, on va parler de cohésion d'équipe, et moi ce qui m'importe, c'est d'identifier chez vous qui est en capacité de créer de la valeur ajoutée. Ouais. C'est pas très bien perçu, d'accord? Je leur dis, mais on est quand même dans un système économique. Pour être payé, vous êtes recruté parce que vous avez du talent, des compétences, et ces compétences, elles sont au service de quelque chose. Oui. Donc en fait, tu te lèves pour couvrir des besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance. Maslow. Bon, Maslow, il n'a pas inventé la pyramide. Maslow, il a inventé la théorie des besoins
Oui. La pyramide, telle qu'on la voit, c'est un consultant aux États-Unis, dans les années 1960, qui a repris la théorie et qui en a fait un Qui en a produit marketing. dessiné. Ok. D'accord. Ok. Ils savent faire ça, les Voilà. Américains. Abraham Maslow, c'est le père de la psychologie humaniste. D'accord. Donc, au départ, c'est un psychologue, sociologue, et qui a travaillé sur ça, développé une théorie autour de la motivation. Il dit la chose suivante, il dit plein de choses, hein, mais que pour qu'un individu soit motivé, pour qu'il ait envie d'aller vers quelque chose, il faut qu'il couvre des besoins à l'intérieur de ce qu'il est en train de mettre en place. Et donc, c'est là que sa théorie des besoins a été mise en place. Donc, le matin, je me lève, je vais couvrir des besoins. Il faut que ces besoins-là que je suis en train de couvrir donnent du sens à ce que je fais. Donc, un athlète, typiquement, c'est OK, tu veux participer aux Jeux Olympiques, mais pourquoi? On se pose pas cette question. Pourquoi? Je sais pas, j'ai envie de champion olympique. Mon objectif, c'est ouais, mais si tu n'es pas champion olympique, Qu'est-ce que c'est? tout ce que tu vas mettre en place pour y arriver, ça va te servir à quoi? Donc, il y a des personnes qui vont me dire, Thierry, c'est une approche qui peut être bien, mais tu es en train de le défocaliser du coup de son objectif. Moi, je dis non, je suis en train de lui permettre d'avoir peut-être une approche différente de ce qu'il vit et de rentrer cet objectif dans quelque chose de beaucoup plus important, qui est sa vie en fait. Et ce qu'il va déployer en termes de compétences au travers du sport de haut niveau, qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire ensuite dans tous ses domaines de vie? Donc, quel est le sens que je donne à ma vie? Et le sens est important pour la performance? Voilà. Donc, ben oui, le sens est important. Pour toi, entrepreneur, le sens est important. Les gens croient qu'on fait ça que pour l'argent. Oui, tu vois que non. Enfin, donc, en fait, ça a du sens. Et ce sens, en fait, dans ce sens, je vais retrouver quoi? Mes valeurs. C'est vrai. C'est là où ça joue, les valeurs. Les valeurs, d'accord. Et ensuite, je vais retrouver mes croyances, mon système de croyances. Et dans mon système de croyances, il y a des fois des croyances qui me bloquent, d'autres qui me portent. Donc, Il y a des croyances qui te limitent. Qui te limitent. Donc, toi, aujourd'hui, tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu te lèves, ce que tu fais, ça a du sens. Tu connais tes valeurs. Tu vas t'entourer généralement de personnes qui ont les mêmes valeurs que toi pour porter la vision. Parce que c'est important. S'ils n'ont pas les mêmes valeurs, ça va être difficile de porter la vision. Et ensuite, tu vas être confronté à quoi dans ton quotidien? À tes propres croyances et dans tes limitantes et à celles de tes collaborateurs. Qu'il faut identifier. Quand ton collaborateur ne comprend pas ce que tu es en train de lui dire, c'est quoi un exemple de croyance, par exemple, que tu as vu, une croyance qui bloque quelqu'un alors il pensait que tout était homogène, etc. Ben, pour revenir à notre discussion, est-ce que tu crois ce que je suis en train de te dire? Bah écoute, au début, non. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Oui, mais je veux dire, imagine un sportif ou un entrepreneur, il est en train de poursuivre un objectif d'être champion, je sais pas quoi, et quand tu analyses ses croyances profondes, tu vois qu'il y en a une qui le bloquait sans qu'il sache. Par exemple, je suis entrepreneur, mais j'aime pas l'argent. Ça existe, hein. Vraiment. Et donc, il a une croyance que l'argent, c'est mauvais, c'est sale. Ouais. Sauf que c'est essentiel dans ce qu'il fait, c'est le business. Donc, c'est normal que ça le bloque, en fait. Bien sûr que ça le bloque. D'accord. Donc là, on va généralement remonter à quoi? La psychologie. Oui. Parce qu'en fait, c'est là où elle rentre. Ouais, il faut faire un travail ensuite sur ça et savoir pourquoi, typiquement, l'argent pour lui, c'est compliqué, alors qu'il a envie d'entreprendre. Et on voit bien que l'entreprise et l'argent, c'est quand même des choses qui sont corrélées. C'est lié, oui. D'accord. Donc, ça va être difficile pour lui d'avancer. Donc, il va se retrouver dans un blocage qui est lié à ça. Il va falloir, du coup, travailler sur ça. Moi, je sais que chez les journalistes, par exemple, c'est un énorme problème parce qu'ils ont leurs pensées, leurs croyances politiques, sociales, etc. Et il y a une ligne éditoriale. Donc, quand il y a des gros conflits dans le monde, comme on a pu vivre dernièrement, et qu'un journal t'impose une ligne et que tu penses que c'est mal et que c'est pas aligné avec tes valeurs, ça crée une énorme souffrance, en fait, ces journalistes. Mais c'est normal. Parce que tu te retrouves dans un système dans lequel tu ne peux pas t'exprimer, en fait. Alors que ton métier, c'est de t'exprimer. Et on te force même à t'exprimer contraire à tes valeurs. Et moi, je l'avais sous-estimé, mais il y a énormément de signalements de journalistes français en 2024 qui ont dû être accompagnés par des psychologues, etc. parce qu'ils n'ont pas pu s'exprimer et qui se sont censurés eux-mêmes, en fait. Ça a créé un malaise psychologique. Mais bien sûr, tu te retrouves dans un système dans lequel tu ne peux pas t'exprimer, donc il y a de la frustration qui va se mettre en place. Ça va créer du stress et de l'anxiété. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne sais plus ce que tu fais là. Et pourquoi tu es là? Mais en même temps, tu dois y rester parce que tu as des besoins à couvrir. Et comment tu peux donner ton meilleur de toi-même quand tu es ça? Ben, tu peux pas. A priori, tu peux pas. Toute la difficulté est là. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, les personnes vont partir en dépression. Parce qu'elles sont dans un conflit, en fait. Elles sont dans des formes de conflit. On est tous en conflit avec nous-mêmes, parce qu'on a plusieurs parties en nous. Et on est en permanence en train de batailler avec nous, en fait. Et donc, est-ce que des croyances peuvent être déconstruites? Oui. Oui. Alors évidemment, le process de l'accompagnement, de la psychologie ou de la préparation mentale, c'est effectivement de permettre à la personne que tu accompagnes de prendre conscience de la manière dont elle a mis en place son système de croyance.
Et ensuite, quand on a relié ça à l'enfance, de le déconstruire et de mettre quelque chose à la place. Donc de modifier typiquement dans mon système de croyances qui me bloque pour ensuite développer des croyances qui vont m'aider. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou des gens qui veulent devenir entrepreneurs et qui sont bloqués psychologiquement alors que sur le papier, etc., ils ont tout ce qu'il faut. Et il y a certainement une croyance profonde parmi leurs grandes croyances qui les bloque entièrement. Par exemple, ça peut être « tu ne peux pas être un bon vendeur ». C'est une croyance parce que tu n'es pas fait pour ça, ou tu n'es pas charismatique. Mais il ne faut pas forcément être charismatique pour être entrepreneur, mais ils ont une croyance que les deux sont liés parce qu'ils ont vu à la télé Steve Jobs, Elon Musk. Et moi, je connais plein d'entrepreneurs qui ne sont pas du tout charismatiques et qui réussissent très très bien. Et c'est des gens, tu n'as pas envie de leur parler et tout, mais ils réussissent. Donc, c'est un process, toi, pour aller creuser ses propres croyances. Ouais, mais parce que ces systèmes de croyances, en fait, on l'a mis en place dans notre enfance. D'accord, je ne suis pas charismatique, c'est parce qu'un jour on m'a dit que je n'étais pas charismatique. Je n'ai pas décidé par moi-même, ou alors je l'ai fait par comparaison, de toute façon. C'est par comparaison que je vais le faire. Et en me comparant aux autres, ce qu'il ne faut pas faire, hein, généralement, je vais toujours trouver plus fort que moi. Toujours. Et je vais toujours trouver des excuses pour conforter le fait que je ne vais pas y arriver. Oui. C'est ça un système de croyance. Exact. C'est comment mon cerveau va percevoir dans l'environnement tout ce qui va consolider mes pensées et consolider mon système de croyance dans lequel je me dis je ne vais pas y arriver. Et pour ça, le cerveau, il est très fort, en fait. Donc, il peut être orienté vers ce qui va être compliqué ou orienté vers ce qui va être plus facile. Mais toi, systématiquement, quand tu as quelqu'un que tu veux accompagner, tu creuses son système de croyance. Oui. Pour identifier des trucs qui sont pas congruents, du coup, pas alignés avec... Et là, c'est un choix, soit on déconstruit, pourquoi tu penses ça Par exemple, Hugo, je sais qu'il a une croyance, c'est qu'il n'aime pas travailler en groupe. Il doit travailler tout seul, tu vois. Alors là, on est ensemble. Il ne s'en rend pas compte, mais il a l'impression qu'il travaille seul. Et du coup, imagine qu'il a un projet, Hugo, de vie qui nécessite qu'il travaille à plusieurs. Là, ce système de ça le bloque, cette croyance-là. Il est obligé d'aller travailler dessus. Comment, c'est un exemple concret. T'as pas besoin de l'hypnotiser en live. Hein. Non, mais typiquement, quelqu'un qui me dit, moi, j'aime bien travailler tout seul, donc il a ce besoin d'autonomie, et tout seul, il pense qu'il est mieux. On va relier ça à la psychologie. Donc, la première chose que je fais, moi, en accompagnement, je vais dire à la personne de me parler de son enfance. Je vais essayer de savoir comment elle s'est structurée, notamment au travers de ses liens d'attachement avec ses parents. Ah ouais. Bien sûr. Et au travers de là, je vais commencer à avoir des éléments de pourquoi il a ça. De pourquoi il est dans ce type de positionnement. Ensuite, est-ce que ce positionnement est suffisant ? Est-ce que tu es toujours à l'aise dans ce type de comportement, dans cette approche ? Ou est-ce que tu penses qu'en ayant une approche différente, tu pourrais être mieux ? Oui. Ok. Donc la personne va te dire, moi je préfère être tout seul, mais quand tu lui dis des fois, est-ce que si tu étais plus souvent en groupe, tu penses que tu serais plus performant ? C'est pas forcément quelque chose auquel il a pensé, parce qu'il est enfermé dans son système. Oui. Donc l'objectif, c'est de le sortir de sa réalité pour l'amener sur une réalité qui serait un peu différente et qu'il perçoive du coup son environnement de manière différente. C'est ça, agir sur le système de croyance. Et ça, c'est pas facile. Hein. D'accord ? C'est hyper profond ça. Voilà. Parce qu'on a des couches de croyances qui sont accumulées en fait. Ah ouais. Mais en équipe, après, quand tu travailles en équipe, toi qui as beaucoup de collaborateurs, tu vois bien qu'au travers des équipes, à un moment donné, il va y avoir des blocages parce que tu as des personnes qui fonctionnent entre elles et qui n'ont pas les mêmes croyances sur ce qu'elles sont en train de... Elles n'ont pas la même approche du mode de fonctionnement qui devrait être utilisé pour arriver au même objectif. Oui. Et là, on va retrouver quoi ? Des valeurs, des croyances, des besoins qui ne sont pas les mêmes. Oui. Donc en fait, mettre en place une équipe qui soit en cohérence, c'est savoir dans quelle réalité vit chacun des individus et qu'est-ce que ces individus vont amener dans une réalité qui va être commune, qui est celle du coup de l'entreprise et qui va porter la vision. Là, c'est quand c'est un groupe. Mais moi, je parlais plutôt pour un entrepreneur seul qui veut démarrer. Et je pense qu'il y en a plein qui ne démarrent pas uniquement parce qu'ils ont des croyances dont ils ne sont même pas au courant, en fait, qui les limitent et qui font que... Et du coup, ils ne sont pas alignés parce qu'ils ont quelque part profondément envie de le faire, mais ils font autre chose parce qu'ils sont bloqués par une croyance et donc ils vont mal dormir, on connaît la suite, quoi. Ouais, mais ils sont dans un système de croyances qu'ils ont développé par eux-mêmes, mais qui a été influencé et construit par l'environnement privé, social, scolaire. Et ensuite, ils vont se retrouver dans des groupes, ce qu'on appelle des groupes d'appartenance, en fait, avec des personnes autour de moi, mais qui fonctionnent comme moi, en fait. Du coup, tu vois, c'est la bande de potes qui se retrouve le vendredi soir au resto. On attire les gens qui nous ressemblent. Et qui refait, du coup, le monde, parce que tu as vu au bureau, ceux-là, de quelle manière ils fonctionnent. Donc, on fonctionne avec des gens qui sont comme nous, quand même. D'accord ? Quand on renforce nos propres croyances entre nous, quoi. Donc, c'est sur ça qu'il faut mettre de la conscience. C'est qu'à un moment donné, quand tu es dans un groupe, fais bien attention à identifier les croyances qui sont véhiculées autour du groupe, parce que c'est ça qui t'enferme, en fait. Tu es le résultat de ça. Ouais. Et les personnes dans un groupe, quand tu veux sortir du groupe ou que tu commences à changer, le groupe va te percevoir différemment. Tu peux être rejeté par le groupe.
parce que C'est le tu commences traître. à être différent. Tu les as trahis. Donc, du coup, comment tu vas accepter ça, tu vois? Clairement. Donc, je suis dans un groupe de personnes qui sont salariées et j'ai un projet d'entreprise que j'ai envie de développer. Ils vont pas te pousser forcément. Si on me passe cette volonté, Ils n'ont pas les croyances qu'il faut, quoi. ils vont plutôt t'amener à identifier quels sont les risques. Et ils ont bien raison, hein, parce qu'il y a des risques. Mais plutôt que de te dire, effectivement, ça pourrait être une belle aventure dans laquelle tu vas t'épanouir. Ou ils vont te dire qu'il faut être charismatique. Voilà, d'accord. Comment on se fait pour se relever d'un échec? On a subi un échec. Un entrepreneur, normalement, alors, c'est intéressant parce que ceux que je t'ai présentés ont subi un petit échec, Ouais. mais dans leur croyance, c'était tellement énorme comme échec. Et je leur dis, mais les gars, les entrepreneurs subissent ça tout le temps, à répétition, et ils se relèvent et ils font. Et donc, tu peux pas t'arrêter juste après cet échec-là. Comment on se relève d'un échec qu'on peut percevoir gros, en fait, dans la tête? Alors là, on est dans la sémantique, tu vois, parce que le mot échec, pour certains, ça peut être quelque chose qui va bloquer, Ah oui. et pour d'autres, ça va être un moteur. Donc, moi, je vais parler d'expérience, en fait. Tu décides de rentrer dans une expérience, dans une aventure, dans laquelle tu vas t'épanouir, progresser, développer des compétences. Tu as envie d'atteindre des résultats. Des fois, tu vas atteindre tous les résultats que tu as envie d'atteindre, et des fois pas. Quand tu n'atteins pas tes résultats, est-ce que c'est un échec ou pas? Qu'est-ce que tu vas retirer de cette expérience pour ensuite basculer sur une nouvelle expérience? Typiquement, c'est ce qu'ils ont fait. C'est vrai, c'est tes croyances qui t'ont fait définir ça comme un échec. Voilà. C'est uniquement tes croyances, quoi. Mais c'est ton environnement et le système dans lequel tu vis. Oui. C'est un oui. peu franco-français, d'accord? Oui. Tu passes au tableau quand tu es petit, tu te rates sur un exercice de mathématiques. C'est la honte. Si ton professeur il te ridiculise devant tous tes potes, tu n'as plus envie d'y aller devant le tableau, d'accord? Tu viens de vivre un traumatisme, ton cerveau il dit j'y vais plus en fait. Donc là, c'est comme s'ils étaient montés au tableau, en fait. Voilà, donc du coup c'est un passage au tableau, après tu as peur de prendre la parole en public, tu as peur de t'exprimer, ça peut aller très très loin en fait le délire. Juste pour un événement traumatisant qui a priori paraît anodin au départ, mais qui s'est construit pendant l'enfance. Qui te bloquera à vie. Voilà. Donc, dans le sport ou dans l'entrepreneuriat, tu as des gens qui vont monter des boîtes. Des fois, ça va fonctionner, des fois, ça va pas fonctionner. C'est pas grave. On refait jusqu'à ce que ça fonctionne. Ils sont dans cette démarche parce qu'ils ont été structurés dans cette démarche. Pour d'autres, ils vont faire un premier projet, ils vont se planter, ils vont arrêter. C'est un échec. Le regard des autres est en train de me faire comprendre que je ne suis pas fait pour ça et qu'il vaut mieux pas que je réitère l'expérience. Du coup, j'arrête. Donc même événement perçu complètement différemment par deux personnes, quoi. Perçu complètement différemment à partir d'une psychologie et d'un environnement qui est différent. Donc toi, tu vas inviter cette personne à le voir différemment, à réinterpréter cette même séquence, parce qu'au final, il n'y a pas de réalité, il y a juste nos interprétations de la réalité. C'est ça qui... Tu me dis que c'est un échec. Explique-moi où tu étais avant l'expérience, comment tu as fini cette expérience et qu'est-ce que tu as développé au travers de cette expérience. Est-ce que tu as développé des compétences ou pas? Bien sûr, la personne... En général, tu ne deviens pas plus nul qu'avant, quoi. Non, tu as développé des compétences. Donc Oui. maintenant, qu'est-ce que tu fais de ces nouvelles compétences? Ouais. C'est tout, en fait. Et pour finir, donc la question d'Anthony, c'était sur l'estime de soi. Ouais. Dans quel sens, Anthony, tu as posé cette question? Comment on fait pour développer l'estime de soi? Parce que je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Ouais, je viens de démarrer une formation sur l'estime de soi. Là, l'estime de soi, bon, pour faire simple, c'est la valeur que tu te donnes. Si je te demande de me dire sur une valeur de 0 à 10 combien tu vaux? 12. 12. Donc là, on a une bonne estime de soi. D'accord. Trop. Peut-être un excès de surconfiance. On revient à la manifestation. Non, j'aurais pas dit 12, je rigole. J'aurais peut-être dit 7, Voilà. 7,5. Et si je te dis qu'est-ce qu'il te faudrait pour passer à 8, tu vas me donner un élément. Ouais. Mais on est dans la subjectivité. C'est-à-dire Total. que tu es dans ta réalité, et ta réalité, c'est la tienne, donc c'est une bonne réalité. Moi, pour agir sur l'estime de soi, je vais travailler sur des piliers. Je vais travailler sur la confiance en soi, qui est ma capacité à me dire que quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, je vais trouver une solution. Quand j'ai cette capacité, à chaque fois que je subis entre guillemets un échec, je me dis c'est pas grave, je vais trouver une solution. Oui. Ça va du coup impacter quoi? L'amour que j'ai de moi, l'amour de soi. C'est relié à mon discours interne. Quand je me parle de moi à moi, comment je me parle? Est-ce que je me traite bien? Est-ce que je me traite bien? Ça, On peut pas se maltraiter? il y en a plein qui ne se traitent pas bien, d'accord? Ça Ok. va impacter quoi? L'image que j'ai de moi. L'image de soi, pour moi, c'est l'image que je pense envoyer et celle que j'ai en retour. Donc, tu vois, sur les réseaux, tu envoies une image et puis tu as des haters. Tu comprends pas pourquoi. Tu dis, franchement, On en a plein. voilà. Donc, si tu n'as pas une bonne estime de soi et si tu ne gères pas bien l'image, tu vas être impacté par ce gap qu'il y a. Et ensuite, il y a l'affirmation de soi, ma capacité à exprimer mes opinions, à exprimer mes émotions. Ah, Donc, pour travailler sur l'estime, je vais travailler sur les 4 piliers. Et je vais commencer par la confiance. c'est quoi la confiance, par exemple? Juste pour faire un zoom sur ça. Une personne va me dire j'ai pas une bonne estime de moi. On va relier ça à un contexte. Et dans le contexte, on va relier ça à des actions qu'elle n'arrive pas à mettre en place. Un exemple que tu as eu
Un exemple, sportif de haut niveau, tiens, Ok. qui sort d'un environnement post-JO dans lequel il n'est pas satisfait. Alors, on va rappeler que tu as accompagné Des athlètes qui ont pas mal participé d'athlètes chez- français voilà. dans le dernier JO de Paris. Voilà, et d'autres qui vont participer maintenant à Los Angeles. Ok. Donc, qui ressort des Jeux, pas satisfait des performances qu'il a eues, et qui me dit, bon, je pense que je dois changer d'environnement. Ok. Entraînement, médical, et il faudrait même que je parte peut-être à l'étranger. Waouh. D'accord. Radical. Radical. Donc, au moment où il pense ça, ça vient de lui, donc c'est justifié. En tout cas, c'est légitime. Toute la difficulté qu'il a eue ensuite, c'est d'en parler avec son environnement. Donc, quand il va voir son coach, qu'il va voir les personnes autour de lui, il dit, mais pourquoi tu veux partir? Tu Waouh. es bien ici. Alors que lui, il est en train de mettre en responsabilité l'environnement. C'est-à-dire que dans sa non-performance, il prend sa part de responsabilité, mais il dit aussi que vous êtes responsable de ma non-performance. Les gens ne vivent pas ça très bien. Et la confiance, elle est où dans ça? Et la confiance, elle est où? Elle va être dans sa capacité, à un moment donné, à faire un choix. Donc la valeur que je me donne, l'estime que j'ai de moi-même, c'est je sais ce que je vaux. Et quand je vous dis que je dois partir, il n'y a rien qui peut s'opposer à ça. Alors que si la confiance est faible, La confiance est je faible. vais être influençable par il va douter sur l'action qu'il a à mettre en place. Ok. Moi, Hugo me dit pour que je sois dans un bon environnement, je dois être à Dubaï. C'est une croyance. C'est une fausse croyance, quoi. Ouais, c'est une croyance. Donc, la question de Hugo, c'est comment tu vois ton corps, ton esprit? Est-ce qu'ils sont séparés? Est-ce qu'il y a une âme? Comment tu penses ça? Comment tu te vois? Ouais, ça, je le travaille en hypnose. Alors, moi, je suis enseignant en hypnose. Alors, l'hypnose, et pour faire simple quand même, parce qu'il n'y a pas de magie dans l'hypnose, c'est un exercice de focalisation, de concentration. De vraie magie, là, pour le coup? Non, on n'a pas de magie. Donc, l'hypnose, et c'est très étudié en neurosciences, encore Oui, une fois. oui. Donc, c'est un exercice de focalisation, de concentration, dans lequel, à un moment donné, je rentre dans un tunnel, dans lequel je suis très concentré sur ce que je suis en train de faire. Et donc, je peux avoir cette impression, à un moment donné, que je suis plus présent, finalement, et que l'environnement qui est autour de moi n'est plus mon environnement. Donc là, tu parlais du corps et de l'esprit. En hypnose, ce que je vais faire, par exemple, quand je me projette dans ma journée, au niveau de mon mental, je fais un travail de projection mentale. Quand je le fais en auto-hypnose, je vais le faire et je vais être en observation de moi en train de faire quelque chose. Donc là, je suis dissocié. Waouh. Et ensuite, je vais me réassocier Et ça sert à quoi, de ça? manière imaginaire. Donc je me vois, je m'observe en train de bouger, comme le font les athlètes d'ailleurs. Et ensuite, je vais me réassocier à mon corps pour donner cette impression à mon corps que ce que je vis, c'est réel. Donc j'anticipe dans ce que je veux vivre et je vais le faire. Pourquoi je fais un travail de réassociation? Parce que je vais le faire par la respiration et par les émotions. Ok. Là, ça y est, je suis en train d'actualiser ce que je viens d'imaginer. Waouh. Donc, d'abord, tu dissocies, Voilà, tu visualises, tu t'observes. et ensuite, qu'est-ce que tu fais? J'actualise, c'est-à-dire que je vais ramener ce que je viens de L'image. projeter à l'instant présent. À moi. À toi. Je refusionne. Donc, typiquement, dans un an, dans mon projet d'entreprise, voilà où je suis, je me vois, je ferme les yeux, je passe par la respiration et je vis ce que je viens d'imaginer avec mon corps. Et tu vas voir que ça fait toute la différence. Et là, quand tu intègres par le corps, c'est devenu une réalité. C'est-à-dire que ton cerveau ne fait plus la différence. Waouh. C'est là le truc. Et plus tu vas le répéter, plus ça devient une réalité. Et tu vas dans le travail de manifestation, chez les chefs d'entreprise qui, à un moment donné, n'ont plus de doute, ils ont cette capacité à imaginer ce qu'ils vont atteindre, à tellement bien le faire que pour eux, c'est déjà une réalité. Donc, Ils le font naturellement, en fait. là, C'est des gens qui... donc, ils font ça tous les jours. Ils se conditionnent en permanence sur le fait que ça y est, ça. Donc, tu entends plein d'entrepreneurs qui vont te dire moi, je sais que je vais être milliardaire. Je le vois. Ils disent je le vois. Je le vois, je Oui. le sens déjà. T'enlèves tous les doutes là. Tu vois, le mec. Après, évidemment, qu'il va structurer autour de tout ça. Mais c'est ça la démarche. Un sportif de haut niveau, c'est la même chose. Il va te dire je sais que je vais être champion olympique. C'est ça qui te permet de bouger, quoi, d'agir. Et tous les jours, il se projette avec ce mental. Et forcément, il est en train de dire à son cerveau ce que je suis en train d'imaginer là, c'est déjà une réalité. On l'a vu et cet été, notamment les Américaines. Il y a une sprinteuse qui a gagné le 100 mètres, femme, qui l'a très très bien expliqué. Tout ce travail de projection mentale qu'elle a fait pendant 4 ans et comment, quand elle est arrivée au jeu, elle continue à se conditionner. Et elle disait bien qu'en étant au jeu, elle était championne olympique. Tu vois, elle a commencé ses séries, elle disait mais je savais que j'allais être championne olympique. Waouh. C'est sûr que ça te booste plus que ceux qui ne le font pas, c'est sûr. C'est du conditionnement mental permanent. C'est du conditionnement, voilà. ouais. Et donc, tu as ton environnement qui te porte. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu arrêtes de bosser. Parce que sinon, c'est ça le danger. Ah non, mais voilà, attention. Là, La dose. Là, on est sur de l'intelligence. C'est-à-dire que je me projette mentalement, donc je conditionne mon corps et mon cerveau à évacuer
le plus possible le doute, le stress et l'anxiété qui sont liés à ce que je suis en train de mettre en place. Mais autour de moi, j'ai des gens qui me ramènent tout le temps. Compris, ça t'apaise sur cette pression Voilà. sur l'enjeu. Ouais. Donc, Hugo nous a parlé d'une respiration spéciale un peu particulière. Ouais, les Réunionnais, ils ont des respirations spéciales. Ils font tout spécial. un peu pimentée, c'est une respiration pimentée quoi. Ils te montent au nez. C'était laquelle, vas-y Hugo. Ah ouais, oui, bien sûr. Ben oui, Ça marche ça ou c'est... Oui, bien sûr que ça marche. Bien sûr. Ça sert à quoi? Mais c'est des exercices de respiration spécifiques en fait. Et donc, parce que moi, là, je t'ai expliqué, enfin, je vous ai partagé les exercices de respiration que je fais dans le cadre de mes routines, mais après il y en a plein d'autres. Le 21 juin, là, je passe au Grand Rex. Il y a un spectacle au Grand Rex à Paris, ça s'appelle Expérience extraordinaire. Donc, on est 7-8 personnes dans le domaine du développement personnel. Moi, je vais passer en deuxième dans la journée. En premier, il y a une dame qui va passer, qui est spécialiste de la respiration. Et moi, en deuxième, ensuite, je vais accompagner les gens pendant 40 minutes, 3000 personnes, sur du coup une expérience hypnotique autour de la visualisation de la manifestation. Hypnotique. Voilà. Waouh. Donc ça, on commence par la respiration. Quelle date et ensuite, 21 juin. 21 juin, pour ceux qui veulent y aller. Grand Rex, Paris. Voilà. 3000 personnes vont être hypnotisées. Wow, c'est chaud. Eh bien, tu vois, c'est chaud, tu vois, quand je l'imagine. Ah ouais, ça, il faut la visualisation, Parce ça. que moi, je suis allé jusqu'à 1000 personnes déjà. Mais 1000 à 3000, c'est pas 3 fois plus. Tu vois C'est beaucoup plus de fois plus. voilà. Le Grand Rex, c'est une belle salle. Donc là, quand tu te projettes, tu te dis, ouais, ça risque de pas être évident. Oui, et imagine si ça marche pas bien, Ouais. qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, le bouche à oreille, c'est vrai. Hein. Moi, j'enseigne l'hypnose de rue de spectacle aussi, d'accord. Ah, Donc, c'est une hypnose qui est très, très technique, en fait, parce qu'il n'y a pas de magie, en fait, dans l'hypnose de rue de spectacle. Mais quand tu vas à un spectacle de Mesmer, par exemple, la dernière fois que je l'ai vu, il y avait 3000 personnes qui va faire des tests de réceptivité. Donc, tu as 3000 personnes, tu sais qu'en gros, tu vas avoir 300 personnes qui sont hyper réceptives. c'est vrai. Voilà. Statistiquement, il y en a 3. Voilà. Et ensuite, dans les 300, qu'est-ce qu'il fait? Il va se déplacer, il va en retenir 40 qu'il va faire monter sur scène. Mais ces gens-là, ils ont réservé 6 mois à l'avance. Ils sont déjà dans une démarche où ils veulent se faire hypnotiser. Ah Donc, oui. quand ils arrivent et qu'ils sont réceptifs, forcément, Ils ont un conditionnement, en fait. après, c'est du jeu, en fait. Et comment on sait qu'on est réceptif? Des petits tests de réceptivité. Des doigts comme ça? Ouais, tu as les doigts, tu as les mains, tu as plein de choses, en fait. Ça fait quoi ces tests? Donc tu mets les doigts et tout, et ça fait quoi? Mais ça permet de mesurer ton niveau de réceptivité. Donc tu peux savoir seul si tu es réceptif Ouais, à alors, l'hypnose? je t'accompagne, je te fais faire le test. Et ensuite, plus la personne est réceptive, plus ça va être facile de l'accompagner. Mais de toute façon, si tu veux voir ça, tu vas à Paris. Moi, comme des fois j'y suis là, je vais à Beaubourg. À Beaubourg, sur le côté, souvent, tu as plein d'hypnotiseurs. Ah, de rue. Donc, moi, des fois, je savais pas ça. des fois, quand j'ai un moment, j'y vais. Et les passants, tu prends les gens, tu voulez vous faire hypnotiser. Donc, les gens, ils viennent. Tu leur fais faire les tests de réceptivité. Après, tu les embarques. Donc, mais les gens, ils s'arrêtent. Et tu vois tout de suite, même quand tu n'as pas fait faire le test, tu le vois juste. T'arrives à Dans savoir? l'observation, les personnes, elles sont là, tu vois, et tu sens déjà qu'elles partent. Donc après, quand tu les fais venir, Réceptif, c'est juste une question de croyance. ouais, c'est relié à ton imagination. Ta En fait, la réceptivité, si je te dis, tu vois, imagine là qu'entre tes deux doigts, il y a un aimant, Ouais. et que, à un moment donné, plus tes doigts vont se rapprocher, plus l'aimant va être puissant, et à un moment donné, tes doigts vont se coller. Et de plus en plus, et de mieux en mieux. À un moment donné, tu as les doigts qui vont se coller. Et quand tu vas dire à la personne, maintenant que tes doigts sont collés, essaie de décoller les doigts, qu'elle n'y arrive pas, bah, tu sais que c'est bon. Donc je dois imaginer qu'il y a vraiment... Voilà. Et- Donc il faut le faire dans un contexte, tu vois, calme. Oui, oui. Et c'est juste ça, mais ça Ok. va très vite, hein, en fait, des tests de réceptivité. Et là, tout de suite, tu sais, boum. Et Alors, tu vas-y décoller, il arrive pas? Ah oui, il n'arrive pas, d'accord. Parce qu'en fait, il se conditionne à pas pouvoir. Waouh! Donc tu vas commencer par les doigts, après tu as les pieds, tu vas faire des catalepsies des pieds, du corps. La personne ne peut plus bouger les pieds, elle ne peut plus bouger le corps, elle ne peut plus bouger les bras. Et après, tu vas passer par des stades d'hallucination. Donc la personne, elle sera plus comptée, elle va oublier son prénom. Bon, c'est du jeu, en fait. D'accord, c'est des techniques, mais ça va très Mais vite. c'est réel. Ah, mais c'est réel, oui. Mais ça veut dire que ça sert à quoi d'être réceptif? Est-ce que Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans la réceptivité, moi, dans l'accompagnement, les personnes qui sont réceptives, en fait, ce sont des personnes qui ont une grosse capacité d'imagination. Elles n'ont pas de filtre. Elles rentrent directement dans le jeu que tu leur proposes. Wow. Tellement bien qu'elles se conditionnent par elles-mêmes. Donc elles ont un avantage, ces gens-là, ou pas? Ben ouais, elles ont un avantage. C'est-à-dire quand tu vas leur demander de déconstruire une croyance... Ils le font direct. Ah ben oui. Purée, Donc on tu est vas- loin, hein, on est loin, nous. Oh non, parce que tu vas retrouver souvent des artistes. Moi, j'ai beaucoup d'artistes que j'accompagne. Tous les artistes que j'accompagne... Ils ont ce pouvoir-là. Ils ont tous réceptifs. C'est un vrai pouvoir, en Parce fait. que depuis tout petit, tu vas retrouver des profils, des gens qui étaient dans un travail d'intériorité, qui avaient beaucoup d'imagination, qui vivaient dans un monde déjà Qui petit. vivaient dans un monde imaginaire. Voilà. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et donc ces personnes, elles ont cette capacité d'imagination qui est très développée. Et quand tu leur Ils proposes se, un ils se exercice... trompent eux-mêmes, dans le Ouais, jeu. ouais, c'est ça. Je pense que ça va être dur de déconstruire vos croyances, les gars. Vous n'êtes pas du tout réceptifs. Avant que tu viennes, j'ai dit à Hugo que tu allais l'hypnotiser en live. Et il m'a dit non, mais je peux pas être en immersion, ça va pas marcher. C'est chaud. Test de réceptivité, donc voilà.
Oui, donc si Mesmer ou quelqu'un d'autre, tu le ramènes sur un public random qui n'a rien réservé et qui ne vient pas pour ça, les chances sont un peu plus réduites de réussite en Ouais, fait. mais il fait faire les tests de réceptivité quand même. Oui, Dans tous bien les sûr, cas. il va sélectionner. Moi, tu vois, je le faisais en cours ou je le fais quand je suis en formation d'entreprise. Je vais avoir 40, 50 personnes. Hop, on va faire des tests de réceptivité. Tout de suite, je vois en fait. Donc c'est toujours 10% à peu près ou Ouais, 5 ouais, ou... Il y a 5% de la population qui est très réceptive. Mais dans un spectacle, c'est plus que 5 parce qu'ils sont déjà là les réceptifs Voilà. en fait. Après, tu as 5 personnes qui seraient moins réceptives ou pas réceptives, mais on va retrouver à l'intérieur de ça un système de croyance. Et est-ce que les non réceptifs... Oui, il y a une croyance qui les empêche d'être réceptifs, c'est ça? Parce que si tu veux, l'hypnose, en fait, quand on parle d'hypnose, on parle d'état modifié de conscience. Donc, c'est ta Oui. capacité à passer d'un état de conscience à un autre. Oui. Et en fait, on fait ça toute la journée. Ah ouais? Toute la journée, tu passes d'un état de conscience à un autre. Là, si je te propose de fermer les yeux et de te concentrer sur ton rythme cardiaque, tu viens de changer d'état de conscience. C'est vrai. Dans l'hypnose, c'est ça. Ou parfois quand on regarde des vidéos sur TikTok, t'es Quand dans un tunnel. tu es sur ton téléphone portable, tu es hypnotisé. C'est un tunnel. Complètement. Tu n'arrives même plus à entendre Voilà. la personne qui te parle. Mais l'hypnose, c'est ça. C'est juste ça, en fait. Ça, Mais sur c'est- commande. C'est ta capacité à embarquer quelqu'un dans un tunnel dans lequel, à un moment donné, elle va prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et ça sert à quoi justement une fois qu'elle est dans ce tunnel-là? À quoi sert l'hypnose? À déconstruire un truc, à... Imagine une personne qui me dit Thierry, j'ai pas confiance en moi. Oui. Voilà, ok. Est-ce que tu sais depuis quand tu n'as pas confiance en toi? Non. Ferme les yeux. Ah. Prends une bonne inspiration, souffle. Et je vais te proposer de faire un petit travail de régression. Si tu devais remonter dans ton enfance à une date précise où c'est cristallisé ce manque de confiance en soi, la personne elle trouve toujours un truc. C'est un pouvoir quoi. Alors que c'est... Parce que toute seule, en fait, elle va rentrer dans cette démarche de concentration, de focalisation. Et pour une fois, elle va vraiment se focaliser sur ça, alors qu'elle l'avait jamais fait. Donc tu lui permets quoi? De rentrer dans cet état de concentration par la respiration, par des suggestions. Et la personne toute seule va faire remonter à la conscience des informations. Et quand elle te fait remonter ça, ben ensuite tu vas traiter ce qu'elle t'a fait remonter à la conscience. Et là, tu vas pouvoir déconstruire. Donc sur un travail de régression, elle va te dire, ouais, je me souviens, je suis passé au tableau à tel âge. Voilà ce que m'a dit mon instituteur. Je me suis rassis, je ne pouvais pas bouger alors que je voulais rentrer chez moi. OK. Wow. Et depuis, voilà ce qui s'est passé. Ce que je vais te proposer, c'est de revivre cette expérience et de l'imaginer différemment. Donc imagine, toujours les yeux fermés, que tu reviens du tableau, tu t'assois, tu prends une bonne inspiration, tu souffles. Et à ce moment-là, en fait, tu demandes au professeur si tu peux partir, il te dit que oui. Tu rentres chez toi, tes parents t'accueillent, ils te disent c'est pas grave, ce que tu viens de vivre, ça s'appelle juste une expérience. Et t'as altéré le... La personne, elle ouvre les yeux, elle te dit comment tu te sens? Ben, je me sens mieux. T'as altéré ce souvenir-là et ce... Parce que les souvenirs, c'est pas fiable. C'est de l'imagination, les souvenirs. Ouais. D'accord. Chaque fois que tu fais appel au souvenir, tu es en train de le modifier. C'est vrai ça. D'ailleurs, c'est quand tu as une mauvaise expérience sur un truc, souvent ça déteint sur les autres souvenirs. Par exemple, si tu as une mauvaise expérience avec quelqu'un, tous tes souvenirs avec ce quelqu'un-là, ça va être taché par l'action qui t'arrive. Donc tu vas modifier ta mémoire de cette personne-là en rajoutant une ombre triste ou mauvaise sur lui. Et tu altères sans doute sans cesse en fait. Donc Voilà. c'est pas fiable du tout les C'est pas souvenirs. du tout fiable. Et c'est comme ça, du coup, qu'on traite les phobies ou les traumatismes. En altérant ces Complètement. souvenirs-là. Et si t'es pas réceptif, ça veut dire que tu peux pas rentrer dans ces niveaux de Tout le monde est d'hypnose. réceptif, en fait. C'est une question de après d'effort à quel Après, c'est de quelle manière tu vas être accompagné, la confiance que tu vas avoir à la personne qui va Oui. t'accompagner, parce que dans l'accompagnement, la relation de confiance avec Elle le joue. thérapeute est très importante. comment tu vois le thérapeute. Voilà. Elle joue complètement sur Voilà. si tu te laisses La communication que tu vas mettre en place avec lui, donc la confiance que tu vas lui accorder. complètement. Ouais. Voilà. Donc ça peut marcher, mais Et la, avec et la plus- confiance qu'il va t'accorder aussi, parce que c'est dans les deux sens. Ok. Et donc ça veut dire que c'est plus ou moins difficile selon les gens d'atteindre ce niveau de concentration altéré là. Mais une fois que tu l'as, tu as plus facilement accès à des mémoires. Exactement, ça permet ça. Donc il y a des personnes qui vont me dire, moi Thierry, j'ai déjà fait de l'hypnose, je suis pas réceptif. Je lui dis ok. Donc on va pas faire d'hypnose. Donc tu l'as fait parler, puis au moment donné, tu lui proposes de fermer les yeux. Et elles se sent même Je pas. lui dis vas-y, tu vas te concentrer, ferme les yeux, prends une bonne inspiration, souffle. Et puis au bout de 2, 3, 4, 5 minutes, elle est partie en fait. Et tu dis, quand tu ouvres les yeux, tu dis alors comment tu t'es senti là? Ben bien, hein, tu sais qu'on vient de faire de l'hypnose là. Waouh. Tu es réceptif en fait. Sauf que la première fois où tu as pratiqué l'hypnose, peut-être que tu l'as pas fait dans des conditions optimisées, c'est tout. Et c'est quoi Et le. que tu étais dans une croyance que tu n'allais pas y arriver. Alors que là, je suis arrivé par un chemin détourné. Ouais, t'es rentré par la fenêtre au lieu de. Mais est-ce que pour finir, c'est quoi le souvenir, c'est quoi l'hypnose que t'as fait qui a été la plus spectaculaire pour toi, genre qui t'a choqué? Donne-nous un exemple comme ça de. Je sais pas, j'en ai fait plein, mais les plus rigolotes, parce que c'est celle-là, c'est l'hypnose de rue. L'hypnose de rue, tu vois, la dernière fois à T'as Bordeaux. pratiqué ça? Des fois, je m'amuse. La dernière fois que je l'ai faite à Bordeaux, donc à Bordeaux, tu as une rue qui s'appelle la rue Sainte-Catherine, qui est la rue la plus longue piétonne, la plus longue d'Europe. Et donc, on est à l'entrée de la rue avec des potes, et
Les gens viennent et on faisait faire des tests de réceptivité. Donc, à un moment donné, on se retrouve, il y a beaucoup de monde. Il y avait 200 personnes. Bon, les flics arrivent, ils nous disent, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas d'autorisation. Mais à un moment donné, je vois, il y avait deux jeunes hommes qui m'observaient depuis 20 minutes. Et chaque fois, je leur disais, venez, ils ne voulaient pas. Mais en m'observant, je vois que déjà, ils étaient partis. Donc, à la fin, je leur dis, venez quand même. Ils viennent. Et dès qu'ils arrivent, je leur propose de fermer les yeux. Et je leur dis la chose suivante, c'est en fait juste ce qu'on appelle une hallucination négative. Je leur dis, voilà, dans 30 secondes, quand vous allez rouvrir les yeux, toutes les personnes autour de vous ont disparu. Vous êtes juste avec moi dans la rue Sainte-Catherine. Donc, ils s'ouvrent les yeux, ils ne voyaient plus personne, en fait. Ça s'appelle de... Voilà, Ils te l'ont dit, on ne voit plus personne. Ben, je leur dis, où sont passés les gens? Ben, on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle une hallucination. Donc, dans les hallucinations, tu peux faire des hallucinations négatives, tu fais disparaître, ou tu peux faire apparaître dans le champ visuel quelque chose qui n'est pas là, en fait. C'est de l'altération de la réalité, quoi. Complètement. C'est Steve Jobs, il avait beaucoup cette pratique de distorsion de la réalité. Distorsion de la réalité. Oui. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le travail de manifestation ou de projection mentale. Ouais. C'est ça qu'on fait, en fait. Et il arrive à tordre la réalité pour dire, OK, pour essayer d'imaginer qu'est-ce qui va marcher. Est-ce que tel appareil va marcher? Est-ce que l'iPod? Est-ce que machin? Et en fait, ces inventions viennent souvent de des exercices de lui, de distorsion de la réalité. Ben, tu vois, c'est une tasse. A priori, c'est une tasse. Ça, c'est la réalité. Mais est-ce que cette tasse pourrait être différente? Dans ta tête, tu peux le changer, quoi. Tu fermes les yeux, tu peux imaginer ce que tu veux, en fait. Après, ça va être ta capacité à mettre en place une stratégie qui va t'amener à ce que tu viens d'imaginer. Clairement. C'est ouf. Le dernier truc, tu as une philosophie sur le minimalisme, le dépouillement personnel. Ouais, tu vois, le dépouillement personnel, du coup, c'est mon bouquin. Le dépouillement personnel. Ouais, J'adore ce terme. Ouais, le dépouillement personnel, c'est quoi? C'est une approche, en fait, qui est mon approche, qui est une approche holistique, philosophique, psychologique, neuroscientifique. L'idée, c'est quoi? C'est un accompagnement et des personnes viennent me voir pour ajouter des compétences sur des compétences qu'elles ont déjà. Moi, je leur dis, avant de rajouter des compétences, on va essayer d'aller vérifier vos fondations, savoir si elles sont solides. Donc, on va déconstruire ce avec quoi vous êtes construit, notamment le système de croyance. On va revenir à l'essentiel, le cœur et la respiration. On repart au cœur et à la respiration et on va partir de là. Et ensuite, on va reconstruire. Tu veux un reboot, un reset. Voilà. Donc, on repart, on met de la conscience sur ce qu'est le cœur et la respiration et à partir de là, on reconstruit. Donc, on construit sur le système nerveux. Ok. Et on reconstruit la psychologie à partir du système nerveux. Et c'est là où tu explores tes conditionnements. Tu l'as vu, dans les accompagnements, je suis toujours sur ça, en fait. Ouais, grave. On revient à ça et ensuite, on met de la lucidité. Donc ça, c'est ta philosophie. C'est mon approche, voilà. Qui est holistique. Que t'as... Holistique, voilà. Donc, voilà. Et le dépouillement personnel, tu vas retrouver ça, bien évidemment, chez les auteurs grecs. Enfin, c'est pas quelque chose de nouveau, tu vois. Cette idée, cette approche que, à un moment donné, on essaie de savoir un peu d'où on vient, qui on est, oui. pour savoir où on va. Et c'est encore un autre truc que je pensais plutôt bullshit, vrai, qui est de te connaître toi-même. Mais c'est vrai que te connaître toi-même, ça impacte jusqu'à ton sommeil, jusqu'à ton énergie, c'est quelque chose, quoi. Quand tu rentres dans ce travail, qui est un travail d'introspection, et que tu commences à y trouver du plaisir, après, ça y est, tu t'arrêtes. C'est inarrêtable, ça. Ouais, c'est bon. Voilà. Cool. Bon, c'était un plaisir, Thierry. Merci beaucoup. Hein, je pense que les gens vont merci adorer. à vous. Ouais. Merci l'équipe. Merci l'équipe. À très bientôt. À bientôt.